Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée, bonne histoire à tous. Sous une pluie battante, elle découvrit que certains inconnus ont le cœur le plus chaleureux. La pluie martelait les fenêtres du sol au plafond du pantouse de Julian comme des balles de glace, chaque goutte faisant écho à la terreur qui battait dans la poitrine d'Amara. Elle se tenait au centre de son salon au sol de marbre, ses mains tremblantes serrant le test de grossesse derrière son dos. À 28 ans, elle avait imaginé que ce moment serait rempli de joie et de célébration. Au lieu de cela, la peur rampait le long de sa colonne vertébrale comme le givre hivernal. « Julian » murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus de la tempête. « Je dois te dire quelque chose d'important. » Julian, 32 ans et à la tête d'une fortune de 47 millions grâce à son entreprise technologique, lui tournait le dos, fixant les lumières de la ville brouillée par la pluie. Ses épaules étaient rigides sous son costume italien coûteux, et lorsqu'il se retourna, ses yeux bleu glace ne contenaient aucune de la chaleur dont elle était tombée amoureuse 2 ans plus tôt. « Qu'y a-t-il, Amara ? J'ai des appels à passer à Tokyo dans 1 heure. » Elle prit une respiration tremblante, sortant le test de derrière son dos. « Je suis enceinte, Julian. Nous allons avoir un bébé. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Julian passa par une série d'émotions, choc, incrédulité, puis quelque chose qui glaça le sang d'Amara, la rage. Enceinte, sa voix était dangereusement calme. Comme c'est pratique. Qu'est-ce que tu veux dire par pratique ? Amara fit un pas en avant, la confusion se mêlant à la blessure. Julian, c'est notre enfant, notre bébé. Notre bébé ? Julian rit, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Le son était tranchant et cruel, coupant l'air comme du verre brisé. Amara, j'ai voyagé pour affaires 3 semaines par mois au cours des 4 derniers mois. Les calculs ne collent pas. Mais tu étais ici en août. Cet enfant n'est pas le mien. La voix de Julian explosa à travers le pantouse, ses mots la frappant comme des coups physiques. Son visage s'était transformé en quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas, tordu par la suspicion et la fureur. Je savais que cela arriverait tôt ou tard. Une femme comme toi, venant d'où tu viens, était obligée d'essayer de me piéger. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme du poison. Amara eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Une femme comme moi, Julian ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu sais exactement ce que je dis. Pensais-tu vraiment que je serais assez stupide pour tomber dans le panneau ? Tu as probablement planifié tout ça. Tomber enceinte d'un autre homme et essayer de mettre ça sur le dos du millionnaire. Eh bien, félicitations, Amara. Ton plan a échoué. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, brûlantes contre ses joues froides. Julian, s'il te plaît, tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais. Il s'approcha, sa voix tombant dans un murmure menaçant. Parce que la femme que je croyais connaître n'aurait pas essayé de me piéger avec le bébé d'un autre homme. Arrête de dire ça. La voix d'Amara se brisa de désespoir. Ce bébé est le tien. Je n'ai jamais été avec personne d'autre depuis que nous sommes ensemble. Comment peux-tu même penser ? Parce que je ne suis pas un idiot, Amara. Contrairement à toi, je sais compter et les chiffres ne mentent pas. La dispute s'intensifia, leur voix s'élevant au-dessus du tonnerre à l'extérieur. Julian l'accusa d'être une croqueuse de diamants, d'avoir planifié cette tromperie depuis le début. Chaque mot était comme un poignard dans son cœur, détruisant tout ce qu'elle pensait qu'ils avaient construit ensemble. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de se défendre, de lui faire entendre raison. Mais sa fierté et sa suspicion l'avaient complètement aveuglée. « Sors, dit-il finalement, sa voix froide comme l'hiver. Prends tes mensonges et tes combines et sors de chez moi. Julian, s'il te plaît. Sors. » Amara trébucha en arrière, le test de grossesse tombant de ses doigts tremblants et claquant sur le sol en marbre. Le bruit résonna dans le pantouse comme un coup de feu. Elle regarda l'homme qu'elle avait prévu d'épouser, l'homme qu'elle croyait connaître, et ne vit qu'un étranger portant son visage. Sans un autre mot, elle se retourna et courut vers la porte, attrapant son manteau sur la chaise. La pluie dehors était torrentielle, mais elle s'en fichait. Elle avait besoin de s'éloigner de ces mots, de la haine dans ses yeux, de la destruction complète de tout ce en quoi elle avait cru. Dès qu'elle mit le pied dehors, la pluie traversa son mince manteau en quelques secondes. Le froid était saisissant, la faisant halter, mais elle continua de marcher,
trébuchant dans la rue, les larmes et la pluie se mélangeant sur son visage. Le poids de ses accusations, la cruauté de son rejet, l'effondrement total de ses rêves, tout s'abattit sur elle en même temps. Sa poitrine était serrée. Elle n'arrivait pas à respirer correctement. Le stress, le choc, le traumatisme émotionnel. C'était trop. Des points noirs commencèrent à danser devant ses yeux alors qu'elle luttait pour continuer à avancer. Ses jambes semblaient faibles, instables. Et puis, le monde bascula. Amara s'effondra sur le trottoir mouillé, sa conscience s'échappant alors que la pluie continuait de se déverser sur sa forme immobile. Dans son dernier moment de lucidité, elle sentit la boue froide s'infiltrer à travers ses vêtements et se demanda si c'était ainsi que tout allait finir. C'est alors qu'elle entendit des pas courir vers elle. Elliot Kane rentrait chez lui après son travail au centre communautaire lorsqu'il vit la femme tomber. Sans une seconde d'hésitation, il lâcha son parapluie et courut à ses côtés. Elle était inconsciente, la pluie ruisselant sur son visage, sa peau sombre pâle sous le choc. « Eh, mademoiselle, vous m'entendez » Elliot s'agenouilla dans la boue à côté d'elle, ne se souciant pas que son simple jean et son pull soient trempés. Lorsqu'elle ne répondit pas, il la souleva délicatement dans ses bras, surpris par sa légèreté. Elle était belle, même inconsciente, avec des pommettes hautes et des lèvres pleines, ses cheveux naturels plaqués contre sa tête par la pluie. Elliot la porta à travers la tempête. Sa carrure de trentenaire, renforcée par des années de travail physique qu'il n'avait pas besoin de faire mais qu'il choisissait de faire, la porta facilement. Il vivait à seulement 3 pâtés de maison, dans un appartement modeste. Bien loin du manoir qu'il possédait en réalité à l'autre bout de la ville. Mais cette vie, cette richesse, cet empire, il avait tout quitté 2 ans plus tôt pour trouver quelque chose de vrai. Alors qu'il portait la femme inconsciente en sécurité, Elliot ne se doutait pas qu'il tenait dans ses bras l'autre moitié de son âme, ou que ce moment changerait tout pour eux deux. « Vous êtes en sécurité maintenant » murmura-t-il en atteignant sa porte d'entrée, cherchant ses clés tout en la tenant. « Je vous tiens. » La pluie continuait de tomber, mais pour la première fois cette nuit-là, quelqu'un était vraiment à l'abri de la tempête. Chapitre 2, des mains douces, un cœur bienveillant. La vraie richesse ne se mesure pas en dollars, elle se mesure en gentillesse. La conscience revint lentement à Amara, comme si elle remontait du fond d'un lac profond et sombre. La première chose qu'elle remarqua fut la chaleur. Une chaleur bénie et enveloppante qui semblait impossible après la pluie glaciale. La deuxième chose fut la douceur sous son corps, complètement différente du trottoir dur où elle s'était effondrée. Ses paupières papillonnèrent pour s'ouvrir et elle se retrouva allongée sur un lit propre dans une petite chambre meublée simplement. La lumière du soleil filtrait à travers des rideaux modestes, révélant des murs peints d'un vert sauge apaisant et une unique étagère remplie de romans usés. L'odeur de quelque chose qui cuisait provenait de ce qu'elle supposait être une cuisine à proximité. « Vous êtes réveillé. » La voix était douce, inquiète, et venait d'une chaise à côté du lit où un homme était assis, l'observant avec des yeux bruns bienveillants. « Comment vous sentez-vous » Amara essaya de s'asseoir, puis le regretta immédiatement alors que des vertiges l'envahissaient. L'homme, grand avec des cheveux châtains sablonneux et portant un jean simple et un pull gris, se leva immédiatement pour la stabiliser. « Doucement, dit-il doucement. Vous avez traversé beaucoup de choses, reposez-vous. » Où suis-je ? La voix d'Amara sortit comme un murmure, sa gorge sèche et rugueuse. « Dans mon appartement. Je suis Elliot. Elliot Kane. » Il se déplaça vers une petite table et revint avec un verre d'eau. « Je vous ai trouvé effondré sous la pluie la nuit dernière. Vous étiez inconsciente, alors je vous ai amené ici pour vous réchauffer et vous sécher. » Les souvenirs affluèrent. Les accusations de Julian, ses mots cruels, la pluie, l'effondrement. De nouvelles larmes jaillirent aux yeux d'Amara alors que la douleur la frappait à nouveau. « Et, dit Elliot en se rasseyant sur la chaise, sa voix incroyablement douce. Vous êtes en sécurité maintenant. Reposez-vous, ne pleurez plus. » Amara regarda cet étranger qui l'avait sauvé, le regarda vraiment pour la première fois. Il semblait avoir environ 30 ans, avec des yeux gentils et des mains calleuses qui témoignaient d'un travail honnête. Ses vêtements étaient simples mais propres, et il y avait quelque chose dans sa présence qui inspirait intrinsèquement confiance. « Pourquoi m'avez-vous aidé » demanda-t-elle en essuyant ses yeux. « Pourquoi ne l'aurais-je pas fait » La réponse d'Elliot fut immédiate, comme si la question elle-même était déroutante. « Vous aviez besoin d'aide. »
C'est alors qu'Amara remarqua ses vêtements de la veille suspendus sur un petit étendoir près de la fenêtre, un jean trempé et un pull encore humide bien qu'il ait été suspendu toute la nuit. Il l'avait porté à travers cette tempête sans aucune protection pour lui-même, se faisant complètement tremper pour sauver une inconnue. « Vous avez été trempé, dit-elle, la culpabilité l'envahissant. Elliot suivit son regard et haussa les épaules. Les vêtements sèches. Vous auriez pu être gravement malade dehors. La façon simple et factuelle dont il le dit, comme si risquer son propre confort pour une inconnue était la chose la plus naturelle au monde, fit fleurir quelque chose de chaud dans la poitrine d'Amara, un sentiment qu'elle avait presque oublié. « Je devrais y aller, dit-elle, essayant à nouveau de s'asseoir. Je ne veux pas m'imposer. Vous ne vous imposez pas, et vous n'irez nulle part tant que vous n'aurez pas mangé quelque chose et que je ne serai pas sûr que vous allez bien. » Elliot se leva, et elle aperçut un pansement frais sur sa main. « Restez là. Je vais vous apporter le petit déjeuner. » Votre main ? Ce n'est rien, dit-il, mais elle put voir la légère grimace lorsqu'il bougea ses doigts. 10 minutes plus tard, Elliot revint avec un plateau contenant des œufs brouillés, du pain grillé, des fruits frais et du jus d'orange. Les œufs étaient légèrement brûlés sur les bords, et lorsqu'il posa le plateau, elle remarqua qu'il ménageait sa main bandée. « Vous vous êtes brûlé en cuisinant, » réalisa-t-elle, son cœur se serrant. « Juste un peu. » Elliot se rassit sur la chaise, regardant alors qu'elle prenait une bouchée timide. « C'est comment ? » Les œufs étaient effectivement un peu trop cuits, mais ils étaient faits avec soin, et après la dévastation émotionnelle de la veille, ils avaient le goût du repas le plus réconfortant qu'elle ait jamais eu. « C'est parfait, » dit-elle, et elle le pensait vraiment. Elliot sourit, le premier vrai sourire qu'elle voyait de lui, et la chaleur de celui-ci atteignit ses yeux. « Bien, vous avez besoin de force. » Pendant qu'Amara mangeait, Elliot lui raconta qu'il travaillait dans un centre communautaire, aidant au programme périscolaire pour les enfants. Il parlait de son travail avec une véritable passion, décrivant comment il apprenait aux enfants à jardiner et les aidait à faire leurs devoirs. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler du service aux autres qui semblait familière et pourtant entièrement étrangère à son monde de richesse et de privilèges. « Et vous ? » demanda doucement Elliot. « Voulez-vous parler de ce qui s'est passé la nuit dernière ?» Amara hésita, puis se retrouva à tout lui raconter sur Julian, sur la grossesse, sur les accusations et la cruauté. Elliot écouta sans jugement, son expression devenant de plus en plus préoccupée à chaque détail. « Il a dit que le bébé n'était pas de lui. » La voix d'Elliot portait une note d'incrédulité. « Il voyage beaucoup pour affaires, et il s'est convaincu que le timing ne correspond pas. » Mais c'est le cas. La main d'Amara se déplaça instinctivement vers son ventre encore plat. « Je n'ai jamais été avec personne d'autre, pas depuis que nous sommes ensemble. »« Je vous crois, » dit simplement Elliot. L'assurance immédiate et inébranlable dans sa voix remplit à nouveau les yeux d'Amara de larmes. « Vous ne me connaissez même pas. »« J'en sais assez. » Elliot se pencha en avant, ses yeux bruns sérieux. « Je sais que vous dites la vérité, je peux le voir dans vos yeux. Et je sais que tout homme qui vous laisserait sous la pluie alors que vous portez son enfant est un imbécile qui ne vous mérite pas. » La féroce protectivité dans sa voix les surprit tous les deux. Elliot semblait presque choqué d'avoir parlé avec autant de passion, passant une main dans ses cheveux avec embarras. « Je suis désolé, » dit-il. « C'est juste. Ça me met en colère que quelqu'un vous ait traité de cette façon. »« Ne vous excusez pas, » dit doucement Amara. « Cela fait longtemps que personne ne m'a défendu. » Après le petit déjeuner, Elliot insista pour l'emmener chez un médecin afin de s'assurer qu'elle et le bébé allaient bien après son effondrement. À la clinique, il s'assit à côté d'elle dans la salle d'attente, et quand ils appelèrent son nom, il se leva pour l'accompagner. « Vous n'êtes pas obligé, » commença-t-elle. « Je veux m'assurer que vous allez bien tous les deux, » dit-il simplement. Dans la salle d'examen, lorsque le médecin alluma l'appareil à ultrasons et que le rythme cardiaque rapide et fort de son bébé remplit la pièce, Amara sentit des larmes de soulagement couler sur son visage. Le bébé était en bonne santé, se développait normalement et était prévu pour fin mai, exactement 9 mois après le moment où elle et Julian avaient été ensemble en août. Elliot lui tint la main pendant tout le rendez-vous, son pouce caressant doucement ses jointures lorsque le poids émotionnel d'entendre le rythme cardiaque de son bébé devint écrasant. Pour la première fois depuis la trahison de Julian, Amara sourit vraiment, sincèrement. Ce soir-là, l'épuisement des montagnes russes émotionnelles des dernières 24 heures la frappa de plein fouet. Elliot avait insisté pour qu'elle reste une nuit de plus, installant le canapé pour lui-même malgré ses protestations. Vers 2 heures du matin,
Elle se réveilla d'un sommeil agité et le vit allongé sur le sol à côté de son lit, utilisant sa veste comme oreiller. « Elliot, murmura-t-elle. Je vérifiais juste que tu allais bien, chuchota Théil en retour. Rendors-toi. Tu n'as pas à dormir par terre. Si, je le dois. Amara resta allongée dans l'obscurité, écoutant sa respiration régulière, et réalisa que cet homme, cet inconnu qui l'avait sauvé de la tempête, gardait son sommeil comme un protecteur silencieux. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit vraiment en sécurité. Dehors, la pluie avait cessé, mais à l'intérieur de l'appartement modeste d'Elliot, quelque chose de beau commençait à grandir. Chapitre 3, l'amour dans les gestes simples. Les plus petits actes de service portent souvent le plus grand amour. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit où Elliot avait porté Amara à travers la tempête, et elle logeait chez lui le temps de décider de ses prochaines étapes. Ce qui avait commencé comme un abri temporaire devenait lentement quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu, une connexion profonde et grandissante bâtie sur la gentillesse, le respect et une intimité qui n'avaient rien à voir avec le désir physique, et tout à voir avec la rencontre de 2 âmes. Chaque matin, Elliot se levait avant l'aube pour lui préparer le petit déjeuner, évitant soigneusement tout ce qui pourrait déclencher ses nausées matinales. Il avait fait des recherches sur la nutrition pendant la grossesse et s'assurait qu'elle avait des vitamines prénatales, des fruits frais et beaucoup d'eau. Quand elle protestait qu'elle pouvait cuisiner pour elle-même, il souriait et disait « Laisse-moi prendre soin de toi. Tu prends soin de quelqu'un d'autre en ce moment. » Aujourd'hui était différent, cependant. Aujourd'hui, c'était le 29e anniversaire d'Amara, et elle l'avait mentionné à Elliot seulement en passant il y a 3 jours. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il s'en souvienne. Julian avait oublié son anniversaire l'année précédente, trop occupé par une fusion d'entreprises pour reconnaître le jour de sa naissance. Elliot était parti tôt ce matin-là pour le travail, embrassant doucement son front avant de franchir la porte. C'était un geste devenu routinier entre eux, tendre et protecteur sans franchir aucune limite. Amara s'était répété à maintes reprises que ses sentiments grandissants pour cet homme n'étaient que de la gratitude, juste la réponse naturelle à sa gentillesse en période de besoin. Mais au fond, elle savait que c'était bien plus que ça. Vers midi, Elliot rentra à la maison avec plusieurs sacs de courses, qu'il cacha rapidement dans sa chambre avant qu'elle ne puisse voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il semblait nerveux, excité, passant ses mains dans ses cheveux comme il le faisait quand il essayait de se donner du courage pour quelque chose. « Je pensais que nous pourrions faire une promenade cet après-midi, suggéra-t-il. Il y a un endroit que je veux te montrer. » 1 heure plus tard, il marchait à travers un champ de fleurs sauvages juste à l'extérieur de la ville. Elliot avait emprunté la voiture d'un ami pour les y conduire, et maintenant ils avançaient lentement à travers la prairie, la main d'Amara reposant légèrement sur son bras pour se soutenir. Sa grossesse se voyait maintenant, une courbe petite mais définie à son ventre qui faisait surgir les instincts protecteurs d'Elliot encore plus forts. « C'est magnifique, dit Amara, respirant le doux parfum des fleurs. Comment connaissais-tu cet endroit? Je viens ici parfois quand j'ai besoin de réfléchir, répondit Elliot. Ça m'aide à me rappeler ce qui est important. Il marchait depuis environ 20 minutes quand Amara sentit son lacet se défaire. Elle regarda ses pieds, puis son ventre grandissant, calculant la maladresse d'essayer de se pencher. Avant même qu'elle puisse tenter quoi que ce soit, Elliot était déjà agenouillé devant elle, ses mains douces nouant son lacet avec une précision minutieuse. La vue de cet homme fort et gentil agenouillé à ses pieds, prenant soin d'un besoin si simple, fit battre son cœur d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Aucune reine ne devrait marcher avec des lacets défaits, dit-il doucement, levant les yeux vers elle avec ses yeux bruns chaleureux. Reine? Amara rit, mais sa voix était légèrement essoufflée. Je suis loin d'être une reine. Elliot se leva lentement, son regard ne quittant jamais le sien. Tu le es pour moi. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens. Amara sentit ses joues chauffer sous son regard intense, et pendant un moment, le reste du monde sembla disparaître. Elliot, commença-t-elle, mais il recula, passant à nouveau sa main dans ses cheveux. Viens, dit-il, sa voix légèrement plus rauque que d'habitude. Il y a plus à voir. Ils passèrent l'après-midi dans la prairie, parlant de tout et de rien. Elliot lui raconta son enfance, grandissant avec des parents qui valorisaient le service plus que la richesse. Il parla de sa décision de travailler avec les enfants parce qu'il voyait le monde avec des cœurs si purs. Amara se surprit à partager des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne, ses rêves de devenir écrivain, ses peurs concernant la maternité, sa prise de conscience croissante que sa relation avec Julian avait été bâtie sur de mauvaises fondations.
Alors que le soleil commençait à se coucher, Elliot sortit un petit paquet emballé de la poche de sa veste. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, dit-il, soudainement timide. Mais je voulais t'offrir quelque chose pour ton anniversaire. » Amara déballa le cadeau avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait un petit journal relié en cuir avec ses initiales gravées en or sur la couverture. « Pour ton écriture, » expliqua Elliot. « Tu as mentionné vouloir écrire tes pensées. Peut-être écrire des histoires pour le bébé quand il ou elle sera plus grand. » Amara fixa le journal, les larmes remplissant ses yeux. Ce n'était pas cher, elle voyait bien que cela venait d'une simple librairie, pas d'une boutique de luxe, mais c'était parfait. C'était réfléchi. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Elliot, c'est. Elle leva les yeux vers lui, luttant pour trouver les mots. C'est le plus beau cadeau que l'on m'ait jamais fait, vraiment. Elle se mit sur la pointe des pieds et embrassa sa joue, laissant ses lèvres s'attarder contre sa peau juste un moment de plus que l'amitié ne l'aurait dicté. Merci. Quand elle se recula, les yeux d'Elliot étaient sombres d'une émotion qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Sa main vint en coupe sur sa joue, son pouce caressant doucement sa peau. Amara, murmura-t-il, et elle pouvait entendre la retenue dans sa voix, le contrôle minutieux qu'il maintenait. Je sais, murmura-t-elle en retour, comprenant sa lutte intérieure. Je sais que c'est compliqué. Tu es vulnérable en ce moment. Tu es enceinte et blessée. Et je ne me suis jamais senti aussi en sécurité avec qui que ce soit de toute ma vie, termina-t-elle. Elliot, je sais que le timing n'est pas idéal, mais ce que je ressens pour toi, c'est réel. Ils restèrent là dans le champ de fleurs alors que le soleil peignait le ciel de nuances d'or et de rose, reconnaissant tout de l'amour qui grandissait entre eux, tout en reconnaissant la complexité de la situation. Ce soir-là, de retour dans l'appartement d'Elliot, Amara n'arrivait pas à dormir. La grossesse la rendait agitée, et son esprit était plein de pensées sur Elliot, sur le bébé, sur l'avenir incertain qui les attendait. Elle se leva pour prendre un verre d'eau et trouva Elliot assis à sa petite table de cuisine, lisant à la lumière d'une lampe. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demanda-t-il en levant les yeux de son livre. « Le bébé est actif ce soir » dit-elle en s'installant sur la chaise en face de lui. « Que lis-tu » Elliot lui montra la couverture. Un recueil de poésie de Maya Angelou. « Veux-tu que je te fasse la lecture ?» Parfois, la poésie aide à calmer l'esprit. Amara hocha la tête, et Elliot commença à lire. Sa voix était profonde et apaisante, et les mots de la poésie l'envahirent comme une douce marée. Alors qu'il lisait poème après poème, elle sentit son agitation s'apaiser, remplacée par un profond sentiment de paix et de contentement. Quand elle commença finalement à s'assoupir sur sa chaise, Elliot la porta au lit, l'abordant avec le même soin doux qu'il lui montrait chaque jour. « Fais de beaux rêves, Amara » murmura-t-il en embrassant son front. Juste avant que le sommeil ne la gagne, elle sentit le bébé donner un coup fort. La main d'Elliot reposait toujours sur son épaule, et elle la prit doucement, la plaçant sur son ventre juste au moment où le bébé donnait un nouveau coup. La forte inspiration d'Elliot lui dit qu'il l'avait senti. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit des larmes couler sur son visage. « Je l'ai senti » murmura-t-il avec émerveillement. « Où je l'ai senti ? J'ai senti le bébé bouger. » Elliot, dit doucement Amara, couvrant sa main de la sienne. « Je veux que tu saches, quoi qu'il arrive, peu importe comment tout cela s'arrange. Je n'oublierai jamais ta gentillesse. Je n'oublierai jamais comment tu nous as sauvés. » Elliot se pencha, pressant son front contre le sien. « Je vous protégerai, » murmura-t-il férocement. « Même si cela doit me coûter la vie, je vous protégerai tous les deux. » À cet instant, allongé dans l'obscurité silencieuse, avec la main d'Elliot sur son ventre et sa promesse à ses oreilles, Amara sut avec une certitude absolue qu'elle était tombée complètement, irrévocablement amoureuse de cet homme qui avait choisi la gentillesse par-dessus tout. La question était maintenant de savoir si l'amour serait suffisant pour surmonter tous les obstacles à venir. Chapitre 4 L'amour interrompu parfois, l'amour doit attendre le moment parfait, mais le cœur ne peut pas attendre éternellement. 2 mois s'étaient écoulés depuis l'anniversaire d'Amara dans le champ de fleurs, et le petit appartement était devenu un sanctuaire d'amour grandissant et d'intimité tranquille. Amara était maintenant enceinte de 4 mois. Son ventre s'arrondissait d'une manière qui faisait surgir les instincts protecteurs d'Elliot chaque fois qu'il la regardait. Il s'était installé dans une routine d'harmonie domestique qui semblait plus précieuse que tout le luxe qu'ils avaient pu connaître, Elliot travaillant au centre communautaire pendant la journée, tandis qu'Amara écrivait dans son journal et se reposait,
puis passant leur soirée à cuisiner ensemble, à lire et à parler de tout, de la philosophie à leurs rêves d'avenir. Les mois d'hiver avaient transformé leur relation d'une affection reconnaissante en quelque chose de plus profond et de plus intense. Elliot se réveillait avant l'aube juste pour regarder Amara dormir, s'émerveillant de l'expression paisible sur son visage et de la façon dont sa main trouvait toujours son chemin vers son ventre grandissant, même en rêve. Elle avait commencé à lui montrer des morceaux de son écriture, de belles histoires sincères sur les secondes chances et l'amour inattendu qui lui faisait comprendre la profondeur de son intelligence et de sa créativité d'une manière qui lui coupait le souffle. Elliot gardait une petite bague dans sa poche depuis 3 semaines maintenant. Ce n'était pas un diamant coûteux, il vivait de son salaire du centre communautaire, après tout, mais elle était belle dans sa simplicité. Un anneau en or blanc avec une petite pierre claire qui captait la lumière comme de la lumière d'étoiles capturée. Il avait passé des heures dans la bijouterie à expliquer au vendeur patient qu'il avait besoin de quelque chose de parfait pour une femme qui méritait le monde, mais qui apprécierait la pensée plus que l'étiquette de prix. La bague représentait tout ce qu'il voulait lui offrir, son cœur tout entier, son dévouement inébranlable, sa promesse de l'aimer elle et leur enfant pour le reste de sa vie. Il avait déjà planifié 3 demandes en mariage différentes, mais à chaque fois quelque chose avait mal tourné, comme si l'univers lui-même testait sa détermination à rendre ce moment aussi parfait qu'elle le méritait. Aujourd'hui, c'était la tentative numéro 4, et Elliot était déterminé à ce que cette fois, rien ne l'empêche de demander à la femme qu'il aimait d'être sa femme. Il avait tout préparé soigneusement, comme un général planifiant une campagne. Le dîner cuisait dans la mijoteuse le ragoût de poulet et de légumes préférés d'Amara qui ne déclenchait pas ses nausées. Assaisonné avec des herbes qu'il avait lui-même fait pousser sur leur minuscule balcon. Des bougies étaient cachées dans sa chambre, prêtes à être disposées autour de la petite table à manger qu'il avait polie jusqu'à ce qu'elle brille. Des fleurs fraîches, pas des roses coûteuses, mais de simples marguerites du marché du coin qui lui rappelaient le champ où ils avaient partagé son anniversaire, attendaient dans un bocal en verre près de la fenêtre. La bague était dans sa poche, et il avait répété son discours tant de fois qu'il pouvait le réciter en dormant. Chaque mot avait été choisi avec soin. Chaque phrase conçue pour exprimer l'ampleur de ce qu'elle signifiait pour lui. « Je t'aime, Amara Thompson », se murmura-t-il en remuant le ragoût, sa voix portant toute la dévotion de son cœur. « J'aime ta force, ta gentillesse, ton esprit magnifique. J'aime comment tu as fait de ce petit appartement un foyer. J'aime te regarder écrire dans le journal que je t'ai offert. Et j'aime comment tu chantes pour le bébé quand tu penses que je n'écoute pas. J'aime la façon dont tu ris à mes blagues terribles, et la façon dont tu rends magique même les moments les plus simples. Veux-tu m'épouser? Veux-tu me laisser être ton mari et un père pour ton enfant? » Les mots sonnaient juste dans sa bouche, remplis de vérité et d'espoir, et d'un amour si profond qu'il le submergeait parfois. Ce soir serait le bon soir, il en était sûr. Amara rentra de sa promenade de l'après-midi, juste au moment où le soleil commençait à se coucher. Ses joues étaient rougies par l'air frais de décembre, et ses yeux brillants du contentement qui était devenu son compagnon constant. Elle était radieuse d'une manière qui coupait le souffle d'Elliot. La grossesse lui allait bien, faisant briller sa peau et ses yeux sombres d'une lumière intérieure qui semblait illuminer tout ce qui l'entourait. « Ça sent divinement bon », dit-elle en accrochant son manteau et en s'approchant pour embrasser sa joue en guise de salutation, un rituel quotidien. Le simple contact envoya de l'électricité dans tout le corps d'Elliot, comme à chaque fois qu'elle était près de lui. « Ton plat préféré ?» répondit Elliot, attrapant sa main alors qu'elle passait devant lui et la portant à ses lèvres pour un baiser doux. « Amara, je pensais. Aimerais-tu dîner aux chandelles ce soir? Quelque chose de spécial? » Elle haussa un sourcil, souriant avec l'expression espiègle qui avait capturé son cœur dès le début. « Quelle est l'occasion? Ai-je besoin d'une occasion pour vouloir rendre le dîner spécial pour la femme que j'aime? » La façon décontractée dont il dit « la femme que j'aime » fit encore sauter des battements à son cœur, même s'il se disait ces mots depuis des semaines maintenant. L'amour entre eux avait grandi naturellement, inévitablement, comme des fleurs se tournant vers le soleil. Et pourtant, il ne perdait jamais son pouvoir de la surprendre par son intensité. « Non », dit-elle doucement, se mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser correctement, ses lèvres douces et chaudes contre les siennes. Pas besoin d'occasion. 1 heure plus tard, Elliot avait disposé les bougies autour de leur petite table avec la précision d'un artiste, leurs flammes vacillantes projetant des ombres dansantes sur les murs et remplissant l'appartement d'une lumière dorée et chaleureuse. Il avait servi le ragoût avec du pain frais qu'il avait pris à la boulangerie et ouvert une bouteille de cidre pétillant qui brillait comme du champagne dans leur verre dépareillé. Amara lui racontait sa promenade de l'après-midi,
comment elle s'était arrêtée à la petite librairie où il avait acheté son journal et découvert qu'ils avaient toute une section dédiée à la littérature pour enfants. Son visage était animé par l'excitation alors qu'elle décrivait le magnifique livre illustré qu'elle avait trouvé, les histoires qu'elle imaginait déjà lire à leur enfant. Je pensais au genre d'histoire que je veux partager avec le bébé, disait-elle, sa main reposant sur son ventre dans ce geste inconscient qui était devenu une seconde nature. Il y a tellement de beaux livres sur l'amour, la gentillesse et la magie qui existent dans les moments ordinaires. Je veux que notre enfant grandisse en croyant à l'émerveillement, en croyant que l'amour peut vraiment tout conquérir. Elliot sentit son cœur se gonfler d'émotion en l'écoutant parler de leur avenir, de l'enfant qu'ils élèveraient ensemble, et des valeurs qu'ils inculqueraient. C'était le moment. Elle parlait de leur avenir en tant que famille, de l'amour qu'ils partageaient, de l'émerveillement qu'elle voyait dans le monde. C'était parfait. Il mit la main dans sa poche, ses doigts se refermant sur la petite boîte en velours qui contenait ses espoirs et ses rêves pour leur vie commune. « Amara » commença-t-il, sa voix soudainement nerveuse malgré tout son entraînement. « Ces derniers mois avec toi ont été. » Elle s'arrêta au milieu de sa phrase, son visage soudainement pâle comme un linge, sa main pressée contre son front, et elle vacilla légèrement sur sa chaise comme une fleur pliant sous un vent fort. « Amara » Elliot fut sur ses pieds immédiatement, se déplaçant à ses côtés avec les réflexes rapides d'un homme dont chaque instinct était concentré sur sa protection. « Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai juste. Je me sens étourdi tout d'un coup. » Elle pressa sa main sur son front, sa respiration devenant superficielle et rapide. Tout tourne. La bague dans la poche d'Elliot fut complètement oubliée alors qu'il s'agenouillait à côté d'elle, ses mains fermes sur ses épaules tandis que son esprit passait en revue tout ce qu'il savait sur les complications de la grossesse. « Allons t'installer sur le canapé. Viens, doucement. » Il l'aida à aller au salon, l'installant sur le canapé avec des oreillers derrière le dos et les pieds surélevés, ses mouvements doux mais efficaces. La demande en mariage, le moment parfait qu'il avait prévu. Rien de tout cela ne comptait plus. Tout ce qui comptait était de s'assurer qu'elle et le bébé allaient bien. « Je suis sûr que ce n'est rien, » dit Amara, mais sa voix était tremblante et incertaine. « Juste des trucs de grossesse, une hypoglycémie peut-être. »« Nous devrions appeler le médecin, » dit Elliot, attrapant déjà son téléphone avec des mains qui tremblaient légèrement d'inquiétude. « Elliot, je vais bien, vraiment. C'est probablement juste parce que je n'ai pas beaucoup mangé au déjeuner, j'étais trop excité d'avoir trouvé ces livres. » Mais Elliot composait déjà le numéro, et en moins de 20 minutes, ils étaient à la clinique d'urgence. Le médecin les assura que les vertiges étaient courants au deuxième trimestre, surtout si la glycémie baissait trop, mais Elliot ne se détendit pas tant qu'ils ne furent pas de retour à la maison et qu'Amara ne se reposait confortablement avec un repas complet dans l'estomac. Sa première tentative de demande en mariage avait été un échec complet, mais en veillant sur Amara cette nuit-là, Elliot réalisa qu'il se souciait plus de son bien-être que de n'importe quel moment romantique parfait. L'amour, comprit-il, ne concernait pas les propositions impeccables, il s'agissait de choisir sa sécurité et son bonheur avant ses propres désirs, à chaque fois. 2 semaines plus tard, Elliot réessaya. Cette fois, il prévit un simple pique-nique dans le champ de fleurs où ils avaient partagé l'anniversaire d'Amara, l'endroit où il avait compris pour la première fois que ce qu'il ressentait pour elle était plus profond que tout ce qu'il avait jamais connu. Le temps était inhabituellement chaud pour la mi-décembre, un de ces jours cadeaux inattendus que l'hiver offre parfois, et Amara se sentait beaucoup mieux, son énergie était revenue et la couleur était de retour sur ses joues. Ils étendirent une couverture épaisse parmi les tiges de fleurs dormantes, le champ calme et paisible sous le soleil pâle d'hiver. Elliot avait emballé des sandwichs et du chocolat chaud dans un thermos, ainsi que les petits gâteaux qu'Amara aimait de la boulangerie près du centre communautaire. Tout était parfait, le cadre, le temps, son humeur, la façon dont elle le regardait avec ses yeux sombres pleins d'amour et de confiance. Elliot attendit qu'ils aient fini de manger, puis prit les mains d'Amara dans les siennes, sentant la force et la chaleur de ses doigts entrelacés aux siens. C'était le moment. C'était l'instant qu'il attendait. « Amara » commença-t-il, sa voix stable malgré les battements de son cœur. « Ces derniers mois avec toi ont été les plus heureux de ma vie. »« Les miens aussi » dit-elle doucement, ses yeux scrutant son visage avec une expression d'un tel amour que cela lui coupa le souffle. « Je sais que la situation est compliquée, et je sais que nous ne sommes pas ensemble depuis très longtemps au sens traditionnel, mais ce que je ressens pour toi. » Il marqua une pause, luttant pour trouver des mots adéquats pour exprimer l'ampleur de son amour. « Je n'ai jamais rien ressenti de tel auparavant. Tu as tout changé pour moi. » Elliot, murmura-t-elle, et il put voir dans ses yeux qu'elle savait ce qui allait arriver.
Je veux passer le reste de ma vie à te rendre heureuse, continua-t-il, commençant à mettre la main dans sa poche pour prendre la bague. Je veux me réveiller à tes côtés chaque matin et m'endormir en te tenant chaque soir. Je veux élever notre enfant ensemble et peut-être avoir d'autres enfants un jour. Je veux. Soudain, le bébé donna un coup avec une force surprenante et inhabituelle, faisant halter et rire Amara en même temps. Le mouvement était si fort qu'Elliot put réellement le voir à travers son pull, une silhouette claire d'un petit pied ou d'un coude pressant contre son ventre. « Oh mon Dieu !» dit-elle en pressant ses 2 mains sur son ventre avec émerveillement et délice. « As-tu senti ça ?» C'était le coup le plus fort jusqu'à présent. « Elliot, mets ta main ici, je crois que le bébé essaie de dire quelque chose. » Elliot l'avait effectivement senti. Le bébé avait donné un coup juste là où sa main reposait sur son ventre, et le mouvement était si fort, si distinctement humain, que cela lui mit immédiatement les larmes aux yeux. C'était leur enfant, en bonne santé et actif, devenant plus fort chaque jour. « Il devient plus fort, » dit Elliot, sa voix pleine d'émerveillement alors qu'il sentait un autre coup puissant contre sa paume. « Ou elle, » rit Amara. Et le moment était si beau, si parfait à sa manière, qu'Elliot se surprit à rire aussi, au lieu de continuer sa demande. Ils passèrent le reste de l'après-midi à sentir le bébé bouger, s'émerveillant de chaque coup, roulade et hoquet, parlant de s'ils voulaient connaître le sexe du bébé ou garder la surprise. L'amour qu'Elliot ressentait à ce moment-là, non seulement pour Amara mais pour leur enfant à naître, était si écrasant qu'il réalisa que certains moments étaient trop précieux pour être interrompus par quoi que ce soit d'autre, même des déclarations de dévotion éternelle. Sa 3e tentative eut lieu une semaine avant Noël. Et cette fois, Elliot était déterminé que rien ne le détournerait de son but. Il avait prévu de faire sa demande au bord du lac juste à l'extérieur de la ville, où ils allaient souvent regarder le coucher de soleil peindre le ciel de nuances de rose et d'or. La bague était à nouveau dans sa poche, et cette fois il était déterminé que rien ne l'empêcherait de poser la question qui brûlait dans son cœur depuis des semaines. Ils étaient assis sur leur banc préféré au bord de l'eau depuis environ 30 minutes, parlant de leurs espoirs pour la nouvelle année et regardant le soleil descendre lentement vers l'horizon. Amara était emmitouflée dans un manteau épais qui ne parvenait pas tout à fait à cacher son ventre grandissant, et ses joues étaient roses à cause de l'air froid. Elle était belle et paisible, et Elliot savait que c'était le moment. « Amara, il y a quelque chose que je veux te demander, » dit-il en mettant la main dans sa poche pour prendre la bague avec des mains qui tremblaient légèrement à cause des nerfs plutôt que du froid. « Oui. » Elle se tourna pour lui faire face avec une attention totale, et il fut frappé à nouveau par sa beauté, par combien il l'aimait, par la chance qu'il avait de l'avoir trouvée. « Je veux te demander de... » Le premier grondement de tonnerre interrompit ces mots, profonds et menaçants au loin. Ils levèrent tous deux les yeux vers le ciel, qui était clair quelques minutes auparavant mais qui était maintenant sombre avec des nuages d'orage approchant rapidement et semblant surgir de nulle part. « Oh non, » dit Amara, luttant pour se lever du banc avec les mouvements prudents d'une femme enceinte. « Nous devons rejoindre la voiture avant que ça ne tombe. » Les premières grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber juste au moment où Elliot l'aidait à se lever, et le temps qu'ils atteignent la voiture, ils étaient tous deux trempés jusqu'aux os. Elliot dut serrer fort la bague pour l'empêcher de glisser de ses doigts mouillés alors qu'il courait sous l'averse soudainement féroce. Alors qu'ils rentraient chez eux à travers la tempête, Amara riait de leur terrible chance avec la météo, complètement inconsciente de la justesse avec laquelle elle avait failli recevoir une demande en mariage. « Peut-être que nous sommes destinés à toujours être pris dans des tempêtes, » dit-elle en se penchant pour presser sa main alors que la pluie martelait le pare-brise. « Tant que nous sommes pris dedans ensemble, » répondit Elliot. Mais intérieurement, il commençait à se demander si l'univers essayait de lui dire quelque chose sur le timing et la patience. Sa 4e tentative eut lieu une semaine plus tard, le soir du Nouvel An. Cette fois, Elliot décida de faire simple et intime. Il ferait sa demande à la maison, devant leur propre porte d'entrée, sans décors élaborés ni conditions parfaites requises. Juste lui, elle, et l'amour qu'ils partageaient. Cela suffirait. Amara avait passé la journée à écrire dans son journal, documentant les étapes de sa grossesse et ses sentiments sur le fait de devenir mère. Elle était maintenant enceinte de 5 mois, cela se voyait clairement, et Elliot aimait la regarder parler au bébé pendant qu'elle écrivait, sa voix douce et aimante alors qu'elle partageait ses pensées sur l'avenir. À l'approche de minuit, il se tenait sur le petit balcon de l'appartement, regardant les feux d'artifice éclore comme des fleurs au loin et écoutant les bruits de célébration résonnant à travers la ville. La main d'Elliot se referma une fois de plus sur la bague dans sa poche, et il sentit un sentiment de certitude calme s'installer en lui. « Amara » dit-il en prenant sa main et en s'émerveillant de la façon dont elle s'adaptait parfaitement à la sienne.
Je sais que cette année a été inattendue pour nous deux. Le meilleur genre d'inattendu, dit-elle en lui souriant avec l'expression radieuse qui le faisait retomber amoureux d'elle chaque jour. Je veux commencer cette nouvelle année en te demandant quelque chose d'important. Elliot prit une profonde inspiration, puis posa lentement un genou à terre, là sur leur petit balcon, sortant la bague qui représentait tous ses espoirs pour leur avenir. Amara Thompson, je t'aime plus que je ne pensais qu'il était possible d'aimer quelqu'un. J'aime ta force, ton courage, ton cœur magnifique. Je t'aime. Le bruit d'une portière de voiture claquant sur le parking en contrebas l'interrompit, net et violent dans la nuit calme. Puis des pas dans l'escalier, lourds et déterminés. Puis une voix appelant le nom d'Amara. Une voix qui lui glaça le sang et fit bouger sa main instinctivement pour protéger son ventre. Amara. Je sais que tu es là-haut. Julian se tenait au bas de l'immeuble, regardant leur balcon avec la fureur écrite sur son visage. Même du 3e étage, il pouvait voir le désespoir et la rage dans sa posture, la façon dont ses mains étaient serrées en poing sur ses côtés. Elliot se releva lentement, tenant toujours la bague, la mâchoire serrée par une colère protectrice qu'il luttait pour contrôler. Après tous ces mois de paix et de bonheur, après avoir construit une vie ensemble basée sur l'amour, la confiance et le respect mutuel, le passé les avait finalement rattrapés. Comment nous a-t-il trouvés, murmura Amara, sa main se déplaçant instinctivement vers son ventre alors que la peur et l'adrénaline inondaient son système. Je ne sais pas, dit Elliot d'un ton sombre, glissant la bague dans sa poche alors que le bruit des pas dans l'escalier devenait plus fort. Mais je ne le laisserai pas te faire du mal à nouveau. Le bruit de l'approche de Julian devenait plus insistant, plus désespéré, et Elliot réalisa que sa 4e tentative de demande en mariage était sur le point de devenir quelque chose de bien plus compliqué et dangereux qu'une simple déclaration d'amour. Alors qu'ils se tenaient là sur le balcon, se serrant l'un contre l'autre face au froid et à la tempête approchante de la fureur de Julian, Elliot fit une promesse silencieuse, quoi qu'il arrive ensuite, il la protégerait. Point la femme qu'il aimait et leur enfant à naître à tout prix, la demande en mariage devrait attendre, mais son engagement envers elle ne faiblirait jamais. Chapitre 5, le passé ressurgit. Le passé ne reste jamais enfoui quand l'orgueil refuse de le laisser reposer. Le poing de Julian martelait la porte de l'appartement avec la force d'une rage à peine contenue. Il était minuit passé, le jour de l'an, et son costume coûteux était froissé, témoignant de ce qui semblait être des heures de recherche. Ses cheveux blonds, habituellement parfaitement coiffés, étaient en désordre, et ses yeux bleu glace affichaient une intensité maniaque qui poussa Elliot à s'interposer de manière protectrice devant Amara. Le bruit résonnait dans le petit appartement comme des coups de feu, chaque impact plus violent que le précédent. Elliot pouvait voir les lumières des voisins s'allumer à travers les murs fins et entendre les plaintes étouffées provenant de l'unité voisine, mais Julian semblait inconscient de tout, sauf de son besoin désespéré d'atteindre Amara. Amara. La voix de Julian traversa la porte fine, assez forte pour réveiller tout le voisinage. Je sais que tu es là. Ouvre cette porte tout de suite. Nous devons parler. Le visage d'Amara avait pâli, sa main pressée contre son ventre comme pour protéger son enfant à naître de la violence dans la voix de Julian. Elle était enceinte de 5 mois maintenant, visiblement et magnifiquement, et la vue de sa grossesse évidente ne sembla qu'alimenter la fureur de Julian lorsqu'Elliot ouvrit enfin la porte. Vous devez partir, dit calmement Elliot, bloquant l'encadrement de la porte avec son corps. Il était légèrement plus petit que Julian mais plus large d'épaules, et il y avait une force tranquille dans sa posture qui indiquait qu'il était un homme qu'on ne déplaçait pas facilement. Qui diable êtes-vous? Le regard de Julian parcourut les vêtements simples d'Elliot, un jean et un pull qui avaient connu des jours meilleurs. De près, Elliot pouvait sentir l'alcool dans l'haleine de Julian, voir ses yeux cernés de rouge qui trahissaient des nuits sans sommeil et des recherches désespérées. C'est vous qui cachez ma fiancée? Ex-fiancée, dit Amara derrière Elliot, sa voix plus forte qu'elle ne se sentait réellement. Et je ne me cache pas. Je suis parti, Julian, il y a une différence. Julian essaya de passer outre Elliot, mais l'autre homme tint bon, son corps formant un mur de détermination silencieuse. Tu ne peux pas juste disparaître pendant 6 mois, Amara. As-tu une idée de ce que tu m'as fait subir? L'humiliation, les questions de mes partenaires commerciaux demandant où était passée ma fiancée enceinte? J'ai dû annuler 3 contrats majeurs parce que les investisseurs pensent que je ne peux pas gérer ma vie personnelle. Donc, tout tourne autour de votre réputation, observa Elliot, sa voix dangereusement calme. Ne vous avisez pas de me faire la leçon sur son bien-être. Grogna Julian, son calme se fissurant complètement. J'ai passé les 6 derniers mois à engager les meilleurs détectives privés de la ville, à vérifier les hôpitaux,
les morgues, me demandant si elle était morte quelque part à cause de ce que j'avais dit. Ce ne sont pas vos affaires. Elliot étudia le visage de Julian, voyant l'angoisse véritable sous la rage. Ce n'était pas seulement de l'orgueil blessé, c'était un homme tourmenté par la possibilité que ses mots cruels aient conduit à un drame. Qu'est-ce que vous êtes, une sorte de cas social qu'elle a ramassé? Continua Julian, sa voix devenant plus désespérée. Laissez-moi deviner, vous pensez être amoureux d'elle? Vous pensez qu'elle tient vraiment à vous? Je sais qu'elle tient à moi, répondit simplement Elliot. Julian rit, mais il n'y avait aucun humour là-dedans, seulement le son amer d'un homme dont le monde s'était effondré. Oh, pauvre imbécile pathétique. Avez-vous une idée de qui elle est, d'où elle vient? Amara Thompson n'est pas une mère célibataire en difficulté qui a besoin d'être sauvée. Ça suffit, l'interrompit Amara en contournant Elliot pour faire face directement à Julian. Les mois de paix et d'amour lui avaient donné une force qu'elle ignorait posséder. Tu n'as pas le droit de lui dire qui je suis. Tu n'as plus le droit de dire quoi que ce soit sur ma vie. Pour la première fois, Julian la regarda vraiment, la vit vraiment. Elle rayonnait de santé et de bonheur, sa grossesse rendant ses courbes plus prononcées, sa peau sombre éclatante. Ses cheveux, qu'elle avait toujours portés lisses pour lui, tombaient maintenant en boucles naturelles sur ses épaules. Elle ne ressemblait en rien à la femme brisée et désespérée qui avait quitté son pantou 6 mois plus tôt. Tu es. La voix de Julian vacilla un instant, quelque chose comme du regret traversant ses traits. Tu es magnifique, Amara. Plus belle que je ne t'ai jamais vue. Elle a toujours été magnifique, dit Elliot. Vous étiez juste trop aveugle pour le voir. L'attention de Julian se reporta brusquement sur Elliot, et son expression se durcit à nouveau. Et je suppose que vous pensez être l'homme capable de prendre soin d'elle? Que faites-vous comme travail? Que pouvez-vous possiblement lui offrir? De l'amour, répondit Elliot sans hésitation. Du respect. De la loyauté. Des choses qui ne viennent apparemment pas avec votre compte en banque. L'amour ne paie pas les factures d'hôpital. L'amour ne nourrit pas un enfant. Que êtes-vous, un assistant social? Un ouvrier du bâtiment? La voix de Julian dégoulinait de mépris alors qu'il observait les mains calleuses et les vêtements simples d'Elliot. Regardez cet endroit. Une chambre, probablement 75 mètres carrés. Est-ce vraiment là que tu veux élever mon enfant? Je travaille dans un centre communautaire, dit fièrement Elliot. J'aide les enfants. Le rire de Julian fut cruel et assez fort pour résonner contre les murs. Un centre communautaire. Oh, c'est trop drôle. Amara, s'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas sérieuse avec cet homme. Il ne peut rien te donner. Il ne peut pas subvenir à tes besoins ni à ceux du bébé. Ce n'est personne. C'est l'homme qui m'a porté à travers une tempête quand tu m'as laissé sous la pluie, dit Amara, sa voix portant une force qui surprit les deux hommes. C'est l'homme qui m'a tenu la main pendant les rendez-vous chez le médecin. C'est l'homme qui me lit de la poésie quand je ne peux pas dormir, qui cuisine pour moi tous les matins et me traite comme si j'étais précieuse. Précieuse? Le visage de Julian se tordit d'incrédulité. Amara, tu es ridicule. Tu es hormonale et émotive, tu ne penses pas clairement. Ce petit fantasme domestique que tu joues, vivre dans la pauvreté avec un homme qui gagne moins en un an que ce que je dépense en 20. Point est le moment le plus heureux de ma vie, finit-elle. Les mots frappèrent Julian comme un coup physique. Il s'attendait à la trouver en difficulté, désespérée, prête à revenir en rampant vers lui. Au lieu de cela, elle s'épanouissait d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Le bébé, dit soudain Julian, son regard tombant sur son ventre. Sa voix se brisa sous l'émotion. Est-ce le mien? Prévu pour fin mai, confirma Amara, sa main bougeant protectrice sur son ventre. Tout comme le calcul que tu as refusé de faire il y a 6 mois te l'aurait dit. Julian fixa sa silhouette enceinte, et pendant un moment, sa façade soigneusement contrôlée se fissura complètement. 6 mois, murmura-t-il. Tu es parti depuis 6 mois. Et j'ai fait chercher des gens pour toi, des détectives privés. Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. Tu pensais que j'étais morte, demanda Amara, et il y avait quelque chose dans sa voix qui aurait pu être de la douleur. Je pensais. Julian passa ses mains dans ses cheveux, paraissant soudain plus vieux que ses 32 ans. Je ne sais pas ce que je pensais. J'étais en colère et effrayé, et j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Mais Amara, ceci. Il désigna le modeste appartement avec un véritable désespoir.
Ce n'est pas la vie que tu es censé avoir. Comment saurais-tu quelle vie je suis censé avoir, demanda-t-elle. Tu n'as jamais pris la peine de me demander ce que je voulais quand nous étions ensemble. Je t'ai tout donné. Des bijoux, des vêtements, des voyages à Paris. Des choses, dit doucement Elliot. Vous lui avez donné des choses. L'attention de Julien revint vers Elliot, et cette fois, il y avait une haine véritable dans ses yeux. Et que lui avez-vous donné? De l'amour dans un 2 pièces? De la romance avec un homme qui ne peut même pas se permettre de la nourrir correctement? Je mange mieux ici que je ne l'ai jamais fait dans ton Penthouse, dit Amara. Elliot cuisine pour moi de la vraie nourriture, faite avec soin, pas juste des plats coûteux à emporter de restaurants où les serveurs connaissent ton nom. Tu vis dans un fantasme, dit Julien, sa voix devenant plus désespérée, plus brisée. Amara, rentre à la maison avec moi. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons être une famille. Notre enfant mérite mieux que ça. Notre enfant mérite d'être élevé par des gens qui s'aiment, répondit Amara. Des gens qui choisissent la gentillesse plutôt que la cruauté. Des gens qui comprennent que la richesse ne signifie rien sans caractère. Julien resta silencieux un long moment, étudiant les deux, la façon dont Elliot se tenait protecteur à côté d'Amara, la façon dont elle s'appuyait sur sa force, l'amour et la dévotion évidents entre eux. Quand il parla à nouveau, sa voix était dangereusement douce. Vous pensez savoir ce que vous faites, dit-il à Elliot. Vous pensez être une sorte de héros, sauvant la demoiselle en détresse. Mais vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire. Amara n'est pas une petite fille pauvre qui a besoin d'être sauvée. Elle est fatiguée, l'interrompit fermement Elliot. Je suis fatigué, et il est tard, et tu dois partir, Julien. Ce n'est pas fini, dit Julien, mais il reculait déjà vers la porte. Ça ne peut pas être fini. C'est mon enfant que tu portes. Non, dit Elliot en s'avançant. C'est notre enfant qu'elle porte. Vous avez renoncé à tous vos droits la nuit où vous l'avez jeté sous la pluie. Le visage de Julien devint blanc de rage, mais quelque chose dans la certitude calme d'Elliot sembla dégonfler sa colère. Il regarda entre eux une dernière fois, absorbant leur bonheur et leur unité évident, et pour la première fois en 6 mois, il commença à comprendre ce qu'il avait réellement perdu. Je reviendrai, dit-il finalement. Ce n'est pas fini, Amara. Après que la porte se fut refermée derrière lui, Amara s'effondra dans les bras d'Elliot, tremblante du contre-coup de la confrontation. Elliot la serra contre lui, sa main caressant ses cheveux alors qu'elle pleurait contre sa poitrine. Il nous a trouvés, murmura-t-elle. Comment nous a-t-il trouvés? Je ne sais pas, dit Elliot d'un ton sombre. Mais je ne le laisserai plus te faire de mal. Il le promit alors qu'il tenait la femme qu'il aimait, sentant leur enfant à naître bouger entre eux. Elliot fit le vœu silencieux que, peu importe ce que Julien prévoyait, peu importe les ressources qu'il déploierait contre eux, cela n'aurait pas d'importance. L'amour trouverait un moyen de protéger ce qui était précieux. La bague était toujours dans sa poche, la demande toujours inexprimée, mais ces choses semblaient moins importantes maintenant que la promesse qu'il se faisait de garder sa famille en sécurité. Chapitre 6, le premier secret révélé. La plus grande force se cache souvent derrière le visage le plus humble. 3 jours après la visite inattendue de Julien, la vie dans le petit appartement avait pris un fond de tension dont ni Elliot ni Amara ne pouvaient se défaire. Elliot avait installé de nouvelles serrures sur la porte d'entrée et la porte coulissante du balcon, vérifié les fenêtres plusieurs fois chaque soir, et avait même arrangé qu'un ami du centre communautaire accompagne Amara à ses rendez-vous médicaux quand il ne pouvait pas être là. Amara se surprenait à sursauter au moindre bruit inattendu, sa main se portant constamment à son ventre dans un geste protecteur qui brisait le cœur d'Elliot. L'attention médiatique suite aux apparitions publiques de Julien avait été implacable. Des journalistes avaient d'une manière ou d'une autre retrouvé leur adresse, et des photographes étaient postés de l'autre côté de la rue à toute heure, espérant apercevoir la mystérieuse femme enceinte qui avait capturé le cœur de l'héritier Khan. Leur vie calme et privée était devenue un cirque, et l'attention se voyait sur eux deux. Elle était enceinte de près de 6 mois maintenant, et les mouvements du bébé étaient forts et fréquents jour et nuit. Elliot aimait voir son visage s'illuminer quand le petit donnait des coups, et aimait la façon dont elle prenait sa main pour la placer sur son ventre afin qu'il puisse partager le miracle de la nouvelle vie grandissant en elle. Mais depuis la visite de Julien, même ces moments précieux étaient teints d'inquiétude sur ce que l'avenir pourrait réserver et comment ils pourraient protéger leur famille grandissante du chaos qui tourbillonnait autour d'eux. Ce fut lors d'un jeudi soir calme que tout changea. Amara s'était endormie tôt, épuisée par le stress émotionnel des derniers jours et les exigences physiques de sa grossesse avancée.
Elle avait eu du mal à dormir, se tournant et se retournant car le bébé semblait être plus actif pendant les heures nocturnes, et Elliot avait passé la soirée précédente à lui masser le dos et à lui faire la lecture jusqu'à ce qu'elle s'endorme enfin. Elliot était dans la cuisine en train de ranger après le dîner, l'esprit occupé par des pensées sur leur avenir et les décisions qu'il devrait bientôt prendre, quand son téléphone sonna. La sonnerie était différente de son habituel, un morceau classique de Bach réservé à un seul interlocuteur, un son qu'il n'avait pas entendu depuis des mois. Résidence Cannes, fit la voix du majordome de longue date de sa famille, Édouard. Monsieur Elliot, votre père essaie de vous joindre. Il dit que c'est tout à fait urgent. Elliot jeta un coup d'œil vers la chambre où dormait Amara, sa respiration profonde et paisible pour la première fois depuis des jours, puis sortit sur le petit balcon pour prendre l'appel en privé. L'air nocturne était frais contre sa peau, et il pouvait voir le van des photographes toujours garés de l'autre côté de la rue, un rappel de la complexité de leur vie. « Qu'est-ce qu'il veut, Édouard » demanda Elliot, gardant la voix basse. « La réunion trimestrielle du conseil d'administration est la semaine prochaine, monsieur. Votre présence est fortement demandée par le conseil. Il y a des affaires importantes qui nécessitent votre avis. » Elliot ferma les yeux, se frottant le front de sa main libre. « Dites-lui que je suis toujours en congé sabbatique de l'entreprise. J'ai été clair quand je suis parti. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, cela fait plus de 2 ans que vous n'avez pas assisté à une réunion du conseil. Les autres directeurs posent des questions pointues sur votre engagement envers l'entreprise familiale. On parle de vous retirer du plan de succession si vous ne revenez pas bientôt. Mon engagement va très bien, Édouard. Mes priorités ont juste changé. » Elliot regarda à travers la porte coulissante le petit appartement où dormait Amara, cette vie simple et honnête qu'il avait construite loin de l'Empire Cannes et de toutes ses complications. « Bien sûr monsieur, mais il y a autre chose. La situation avec Sterling Technologies. » Elliot sentit son estomac se nouer. « Quoi au sujet de Sterling Technologies ? Votre père dit que Julian a posé des questions sur la famille Cannes. Des questions personnelles sur vous spécifiquement, monsieur. Il a posé des questions sur vos allées et venues, votre situation de vie actuelle. » Les implications frappèrent Elliot comme un coup physique. Si Julian enquêtait sur lui, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne découvre la vérité sur l'identité d'Elliot. Et si Julian savait, il utiliserait cette information comme une arme. « Dois-je dire à votre père que vous assisterez à la réunion du conseil » demanda Édouard diplomatiquement. Elliot regarda à travers la porte coulissante le petit appartement où dormait Amara. Puis il pensa aux menaces de Julian, aux ressources qu'un millionnaire comme Julian pouvait déployer contre eux, au cirque médiatique qui rendait déjà leur vie difficile. « Oui, » dit Elliot doucement. « Dites-lui que je serai là. » Après avoir raccroché, Elliot resta longtemps sur le balcon, regardant le quartier modeste qu'il avait fini par appeler sa maison. Demain, il devrait retourner dans le monde qu'il avait quitté, le monde des conseils d'administration, des costumes d'affaires et des décisions affectant des milliers de personnes et des milliards de dollars. Mais ce soir, il était encore juste Elliot, l'employé du centre communautaire amoureux d'une femme enceinte qui pensait qu'il survivait avec un salaire de 30 000 $ par an. Le poids de sa tromperie pesait sur lui comme un fardeau physique. Pendant 2 ans, il avait vécu honnêtement dans cette vie simple, mais les fondations de sa relation avec Amara étaient bâties sur un mensonge, ou du moins sur une omission de vérité soigneusement construite. Comment pourrait-il expliquer que tout ce qu'elle croyait sur leur situation financière était faux? Comment pourrait-il lui dire que l'homme qu'elle croyait lutter pour joindre les deux bouts valait en réalité plus d'argent qu'elle ne pouvait l'imaginer? Il était tellement perdu dans ses pensées qu'il n'entendit pas Amara se réveiller, ne réalisa pas qu'elle était venue le chercher jusqu'à ce qu'elle se tienne dans l'embrasure de la porte du balcon, sa silhouette à contre-jour de la douce lumière de l'appartement. « Elliot, est-ce que tout va bien ?» Sa voix était douce de sommeil, et elle portait l'un de ses pulls surdimensionnés par-dessus son pyjama, sa main posée sur son ventre arrondi. Il se tourna, affichant un sourire qui lui sembla forcé à lui-même. « Tout va bien. Tu devrais dormir. Je t'ai entendu parler à quelqu'un. » Amara s'avança sur le balcon, et Elliot bougea immédiatement pour l'entourer de ses bras par derrière, ses mains se posant sur son ventre où le bébé bougeait sans cesse. « Le travail, dit-il. Quelque chose comme ça. » Le mensonge avait un goût amer dans sa bouche, mais il ne pouvait pas se résoudre à lui dire la vérité, pas encore, pas quand elle était déjà stressée et inquiète des menaces de Julian. Ils restèrent dans un silence confortable pendant quelques minutes. Elliot respirait l'odeur de ses cheveux et essayait de mémoriser ce moment paisible. Mais Amara était plus perspicace qu'il ne le pensait,
et elle pouvait sentir la tension dans son corps, la façon dont son esprit s'emballait même alors qu'il la tenait. « Tu es inquiet à propos de Julian, dit-elle. Ce n'était pas une question. Je suis inquiet de ce qu'il pourrait essayer de faire, admit Elliot. Les hommes comme lui n'abandonnent pas facilement quand ils veulent quelque chose. Les hommes comme lui. Amara se tourna dans ses bras pour lui faire face, étudiant son visage dans la faible lumière. Elliot, il y a quelque chose que je dois te dire sur mon passé, sur la raison pour laquelle Julian pense qu'il peut juste débarquer et exiger que je revienne vers lui. Amara, tu n'es pas obligé. Si, je le dois. Elle prit ses mains dans les siennes, ses yeux sombres sérieux et remplis d'un mélange d'amour et de peur. Parce que si nous devons affronter ce qui va suivre, tu dois connaître la vérité sur qui je suis, sur d'où je viens. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, le téléphone d'Elliot vibra avec un SMS. Il l'ignora d'abord, mais il vibra à nouveau, puis encore en succession rapide. Finalement, il jeta un coup d'œil à l'écran et vit le nom d'Edouard. « Je suis désolé, dit-il à Amara. Laisse-moi juste. » Le SMS était simple mais dévastateur, votre père dit que c'est urgent concernant la situation de Sterling Technologies. Julian connaît votre véritable identité. Il doit vous parler ce soir. Elliot sentit le sang se retirer de son visage alors que les pleines implications le frappaient. Sterling Technologies, l'entreprise de Julian. Son père connaissait Julian d'une manière ou d'une autre, ce qui signifiait que le monde de l'entreprise et sa vie personnelle étaient sur le point d'entrer en collision d'une manière qu'il n'avait jamais imaginé possible. Elliot ? La voix d'Amara semblait venir de très loin. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Le téléphone sonnait dans sa main maintenant, et cette fois ce n'était pas Edward qui appelait, c'était son père directement. Victor Kane, PDG de Kane International, un homme à qui Elliot n'avait pas parlé depuis 3 mois, et à qui il avait espéré ne pas parler pendant 3 autres. Je dois prendre ça, dit Elliot, sa voix semblant étrange même à ses propres oreilles. Elliot Kane. La voix de son père était nette, autoritaire, portant le poids d'un homme qui commandait un empire de 50 milliards de dollars et était habitué à une obéissance immédiate. Nous devons parler maintenant. Elliot jeta un coup d'œil à Amara, qui le regardait avec une inquiétude et une confusion grandissantes. Sterling Technologies essaie d'acquérir plusieurs de nos petites filiales. Julian a posé des questions sur toi, fils. Des questions personnelles. Il sait qui tu es, et il sait où tu vis. Il prépare quelque chose, et nous devons discuter de notre stratégie de réponse immédiatement. Le sang d'Elliot se glaça alors que l'ampleur du plan de Julian devenait claire. Quel genre de questions ? Le genre qui suggère qu'il prépare quelque chose de désagréable pour toi et la jeune femme avec qui tu vis. Nous devons discuter des mesures de protection et des options juridiques ce soir. Je te rappelle, dit Elliot, mettant fin à l'appel avant que son père ne puisse répondre. Amara le fixait maintenant, ses mains pressées contre son ventre comme pour protéger le bébé de la révélation qui arrivait. Elle avait entendu suffisamment de la conversation pour savoir que quelque chose de fondamental venait de basculer dans leur monde. Elliot, dit-elle lentement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Qui était-ce, et pourquoi t'ont-ils appelé Elliot Kane ? Il n'y avait plus moyen de se cacher maintenant, plus moyen de continuer à vivre la vie simple qu'il avait construite loin de l'empire familial. Julian avait brisé ce morceau, tout aussi sûrement qu'il avait brisé tout le reste dans la vie d'Amara, et maintenant Elliot allait devoir affronter les conséquences de sa tromperie. C'était mon père, dit Elliot doucement, sa voix lourde du poids des secrets qu'il ne pouvait plus garder. Victor Kane, PDG de Kane International. Le nom frappa Amara comme un coup physique, et elle recula réellement, sa main cherchant le cadre de la porte pour se stabiliser. Tout le monde connaissait Kane International. C'était l'une des plus grandes entreprises du pays, avec des intérêts dans tout, de la technologie aux énergies renouvelables en passant par le développement immobilier. C'était un empire qui employait des centaines de milliers de personnes et influençait les marchés mondiaux. Kane International, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Elliot, cette entreprise vaut 53 milliards de dollars au dernier trimestre, finit Elliot, le chiffre tombant de ses lèvres comme une pierre. Et mon père veut que je prenne la relève en tant que PDG quand il prendra sa retraite l'année prochaine. Amara s'affaissa sur l'une des petites chaises du patio, son esprit vacillant alors qu'elle essayait de traiter cette information. Tu es milliardaire. Techniquement, oui. Bien que je n'ai pas touché à l'argent depuis plus de 2 ans. J'ai vécu entièrement sur mon salaire du centre communautaire. Mais tu travailles dans un centre communautaire.
Tu vis dans ce minuscule appartement, tu cuisines le petit déjeuner sur une plaque chauffante qui marche à peine. Sa voix s'éteignit alors qu'elle essayait de concilier l'homme qu'elle pensait connaître avec cette révélation. Parce que je voulais apprendre à vivre sans tout ça, dit Elliot, s'agenouillant devant sa chaise et prenant ses mains dans les siennes. Parce que je voulais comprendre ce que signifiait servir les autres au lieu de seulement les commander. Parce que je voulais trouver quelqu'un qui pourrait m'aimer pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Amara le fixa, cet homme qu'elle pensait connaître complètement, et réalisa que tout ce qu'elle croyait sur leur relation avait été construit sur une fondation qu'elle ne comprenait pas. « Tu m'as menti, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Et la douleur dans ses mots coupa Elliot plus profondément que n'importe quelle blessure physique n'aurait pu le faire. « Non, dit fermement Elliot, ses mains se resserrant sur les siennes. J'ai vécu la vie que j'ai choisie. L'argent, l'entreprise, l'empire, c'est mon héritage, pas mon identité. Tout ce que je t'ai montré, tout ce que je t'ai donné, c'est qui je suis vraiment. L'argent n'est qu'une circonstance. Mais Elliot, tu as des milliards de dollars. Tu aurais pu nous donner n'importe quoi, tout. Parce que je voulais gagner ton amour, l'interrompit-il, sa voix passionnée et désespérée. Pas l'acheter. Parce que j'ai vu ce que l'argent fait aux relations, comment il corrompt tout ce qu'il touche. Le mariage de mes parents a été détruit par la richesse et le pouvoir. Je ne voulais pas ça pour nous. Amara resta silencieuse un long moment, traitant cette révélation et toutes ses implications. L'homme dont elle était tombée amoureuse, l'humble employé du centre communautaire qui cuisinait pour elle et lui lisait de la poésie, était en fait l'un des hommes les plus riches du pays. Tout ce qu'elle pensait savoir sur leur vie ensemble était soudain remis en question. Finalement, elle leva les yeux vers lui avec des larmes aux yeux, mais il y avait aussi autre chose, une compréhension grandissante, peut-être même du soulagement. Donc, quand Julian a dit que tu n'étais personne, dit-elle lentement, tu es en fait l'un des hommes les plus riches du pays. Et son plus grand rival commercial, bien qu'il ne le sache pas jusqu'à maintenant, confirma Elliot. Les implications de cette révélation les frappèrent tous les deux en même temps, comme un éclair. Julian, magnate de la tech millionnaire, venait de déclarer la guerre à un homme qui pouvait acheter et vendre toute son entreprise sans sourciller. Le personnel était devenu politique, et les enjeux venaient de s'élever au-delà de tout ce qu'aucun d'eux n'avait imaginé. « Oh mon Dieu !» murmura Amara, sa main bougeant de manière protectrice vers son ventre. « Elliot, dans quoi nous sommes-nous embarqués ?» Chapitre 7, rivaux en amour et en richesse. La jalousie transforme les hommes en monstres, mais l'amour les transforme en héros. Le lendemain matin apporta un coup de téléphone qui changea tout. Elliot avait à peine dormi, passant la majeure partie de la nuit assis près de la fenêtre, guettant tout signe de surveillance, tandis qu'Amara s'agitait sans repos à côté de lui. La révélation de sa véritable identité avait créé une tension entre qu'aucun des deux ne savait comment aborder, et l'intimité confortable qu'ils avaient construite au cours des 6 derniers mois semblait soudain fragile. Lorsque son téléphone sonna à 7 heures, Elliot reconnut immédiatement le numéro de son père. « Julian a demandé une réunion, » dit Victor Kane sans préambule. « Ce matin. Il sait qui tu es, et il veut discuter de ce qu'il appelle un arrangement mutuellement bénéfique. » « Quel genre d'arrangement ?» demanda Elliot, passant dans la cuisine pour ne pas réveiller Amara. « Le genre où il récupère son ex-fiancée enceinte, et nous évitons ce qu'il appelle un scandale embarrassant sur l'héritier Kane vivant dans la pauvreté avec la femme d'un autre homme. » La prise d'Elliot se resserra sur le téléphone. « Il menace de rendre ça public ? » Il semble bien. L'action de Sterling Technologies est en difficulté depuis qu'il a perdu plusieurs contrats majeurs le trimestre dernier. Il a besoin d'une distraction de ses échecs commerciaux, et apparemment une histoire sur un triangle amoureux secret de milliardaires est exactement le genre de sensation médiatique qu'il recherche. Elliot ferma les yeux, sentant le poids de l'empire familial retomber sur ses épaules. C'était exactement ce qu'il avait voulu éviter, sa vie personnelle s'en mêlant dans la guerre d'entreprise et les cauchemars de relations publiques. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-il. « Rentre à la maison, » dit simplement son père. Prends ta place dans l'entreprise. Laisse-nous gérer Sterling comme nous gérons toutes les menaces contre la famille Kane. Et Amara. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Fils, je suis sûr que c'est une femme charmante, mais tu as des responsabilités qui sont plus grandes qu'une seule relation. L'héritage Kane est exactement ce que j'ai quitté il y a 2 ans, l'interrompit Elliot. Papa, je ne reviens pas dans l'entreprise juste pour faire la guerre contre un ex-petit ami jaloux. Même si cet ex-petit ami jaloux menace de détruire la femme que tu aimes.
La question resta suspendue dans l'air entre eux, et Elliot réalisa que son père avait trouvé le seul argument qui pourrait réellement fonctionner. Parce que Julian ne menaçait pas seulement Elliot ou l'Empire Khan, il menaçait Amara et leur enfant à naître. « Je te rappelle, » dit Elliot, mettant fin à la conversation juste au moment où Amara émergeait de la chambre, ses cheveux ébouriffés par le sommeil et son visage doux des restes de rêve. « Qui était-ce » demanda-t-elle, se dirigeant vers la cafetière avec les mouvements prudents d'une femme enceinte de 6 mois. « Mon père » admit Elliot. Julian a demandé une réunion avec lui. Il sait qui je suis maintenant. Les mains d'Amara se figèrent sur la cafetière. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Je ne sais pas encore. Ce qu'Elliot ne lui dit pas, c'est que Julian avait déjà commencé sa campagne. Pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner, Julian était à l'autre bout de la ville en réunion avec un détective privé et une firme de relations publiques, élaborant un récit qui le peindrait comme la partie lésée, et Elliot comme un milliardaire prédateur qui avait volé une femme enceinte vulnérable. La première salve arriva cet après-midi-là sous la forme d'une rubrique de potin dans le tabloïd le plus lu de la ville, Triangle amoureux secret de milliardaire, l'héritier Khan cache sa véritable identité tout en volant la fiancée enceinte d'un magnate de la tech. Elliot découvrit l'article lorsque son téléphone commença à sonner avec des appels de journalistes, de membres du conseil et d'associés commerciaux. Le soir venu, des photographes étaient postés devant leur immeuble, et Amara ne pouvait même pas aller à la boîte aux lettres sans être bombardée de questions sur sa relation secrète avec le mystérieux héritier Khan. « C'est de la folie », dit-elle en regardant à travers les stores la foule rassemblée dans la rue en contrebas. « Comment faire pour que ça s'arrête ?» Elliot faisait les 100 pas dans le petit salon, son téléphone vibrant constamment d'appels auxquels il refusait de répondre. La vie paisible qu'ils avaient construite était en train d'être déchirée, et il n'y avait rien qu'ils puissent faire pour la protéger du chaos que son identité avait apporté dans leur monde. « Nous ne pouvons pas, dit-il finalement. Tant que Julian alimentera les médias en histoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avant qu'Elliot ne puisse répondre, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois ce n'était pas son père ou un journaliste, c'était Edward, le majordome de la famille. Monsieur Elliot. La voix d'Edward était urgente. Vous devez savoir que Monsieur Sterling a fait des enquêtes sur Mademoiselle Thompson. Des enquêtes personnelles, vérification des antécédents, dossiers financiers, histoire familiale. Quel genre d'histoire familiale, demanda Elliot, bien que quelque chose dans ses tripes lui disait qu'il connaissait déjà la réponse. Le genre qui suggère que Mademoiselle Thompson n'est pas tout à fait celle qu'elle semble être non plus, monsieur. Elliot regarda Amara, qui se tenait toujours près de la fenêtre, sa main courbée de manière protectrice sur son ventre. Il y avait tellement de secrets entre eux maintenant. Tellement de couches de vérité que ni l'un ni l'autre n'avaient révélé. Edward, dit Elliot lentement. Qu'est-ce que Julian a découvert exactement sur Amara? Peut-être, monsieur, que c'est une question que vous devriez poser à Mademoiselle Thompson elle-même. L'appel se termina, laissant Elliot fixer la femme qu'il aimait, réalisant que la révélation de son identité n'était peut-être pas le plus grand secret entre eux. Amara, dit-il prudemment. Hier, tu as dit que tu avais besoin de me dire quelque chose sur ton passé. Sur la raison pour laquelle Julian pense qu'il peut exiger que tu reviennes vers lui. Elle se détourna de la fenêtre. Et Elliot put voir la guerre se jouer sur son visage. Le désir de lui dire enfin la vérité, luttant avec la peur de la façon dont il pourrait réagir. Tu n'es pas le seul à avoir caché quelque chose, dit-elle doucement. Qu'est-ce que tu veux dire? Amara se dirigea vers le canapé et s'assit lourdement, ses mains jointes sur ses genoux. Quand elle leva les yeux vers lui, ses yeux sombres étaient remplis d'un mélange d'amour et de terreur. Elliot, quand Julian a dit que je n'étais pas une petite fille pauvre qui avait besoin d'être sauvée, il avait raison. Quand il a dit que je venais de quelque chose de différent de ce que tu vois ici, il avait raison sur ce point aussi. Amara, quoi que ce soit, dis-le-moi simplement. Elle prit une profonde inspiration. Et quand elle parla, sa voix était stable malgré les larmes dans ses yeux. Je m'appelle Amara Thompson, dit-elle. Et je suis la seule héritière de la fortune de Thompson Enterprises. Je vaux environ 72 milliards de dollars. Le chiffre frappa Elliot comme un coup physique. 72 milliards de dollars. Plus que l'empire de sa famille. Plus que Julian ne pourrait jamais rêver d'avoir. Elliot s'affaissa dans le fauteuil en face d'elle, son esprit vacillant. Tu es plus riche que nous tous. D'une marge significative. Amara confirma. Et Julian ne le sait pas. Personne ne le sait à part mes avocats et mes conseillers financiers.
Je vis sur une allocation de fonds fiduciaires depuis mes 18 ans. Mais l'héritage complet me revient quand j'aurai 30 ans l'année prochaine. Elliot la fixa. Cette femme qu'il pensait avoir protégée et dont il avait subvenu aux besoins. Et il réalisa qu'elle aurait pu acheter et vendre toute sa vie sans une seconde pensée. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-il. « Pour la même raison que tu ne m'as pas parlé de Kane International, dit-elle. Parce que je voulais être aimé pour qui je suis. Pas pour ce que j'ai. Parce que j'ai vu ce que ce genre d'argent fait aux gens. Comment ça les change. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 16 ans. Et chaque relation que j'ai eue depuis lors a été entachée par ce que les gens voulaient de moi plutôt que ce qu'ils ressentaient pour moi. Alors quand j'ai rencontré Julian, il pensait que j'étais juste une autre belle femme qu'il pouvait impressionner avec ses millions. Je ne lui ai jamais dit la vérité parce que je voulais voir s'il pouvait m'aimer sans savoir ce que je valais. » La voix d'Amara se brisa légèrement. Il s'avère qu'il ne pouvait même pas faire ça. Elliot resta silencieux un long moment, traitant cette révélation. Finalement, il leva les yeux vers elle avec quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. « Donc, quand Julian a essayé de t'humilier pour l'avoir quitté, dit-il lentement, quand il a dit que tu vivais en dessous de ton rang avec un employé de centre communautaire. Point je m'encanaillais en fait avec un milliardaire tout en valant plus que vous deux réunis, finit Amara avec un rire tremblant. L'absurdité de la situation, deux milliardaires prétendant être des gens ordinaires tout en se battant pour une femme qui était secrètement plus riche que d'eux les frappa tous les deux en même temps. Elliot commença à rire le premier, puis Amara le rejoignit. Et bientôt ils étaient tous deux effondrés sur le canapé, se tenant l'un l'autre, et riant jusqu'à ce que les larmes coulent sur leur visage. « Nous sommes des idiots, » dit Elliot en embrassant son front. « Nous sommes des idiots absolus. Les idiots les plus riches de la ville, » convint Amara. Mais leur rire s'estompa alors que la réalité de la situation s'imposait. Julian menait une guerre de relations publiques contre eux, ne sachant pas qu'il combattait en fait deux personnes qui pouvaient le détruire financièrement sans verser une goutte de sueur. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Amara. Elliot la regarda vraiment, et vit non pas une héritière milliardaire, mais la femme qu'il avait sauvée d'une vie de privilèges vides, tout aussi sûrement qu'il l'avait sauvée de la pluie, la femme portant son enfant, la femme qu'il aimait plus que sa propre vie. « Maintenant, dit-il, nous arrêtons de nous cacher l'un de l'autre, de Julian, du monde. Et nous lui montrons ce que signifie vraiment faire la guerre aux gens que nous aimons. » Dehors, les photographes continuaient leur veille, attendant le prochain chapitre de ce qu'ils pensaient être un simple triangle amoureux. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point d'assister à la collision de trois des plus grandes fortunes du pays, avec l'amour et la famille dans la balance. Chapitre 8, le second secret révélé. Le pouvoir n'est pas ce que vous avez, c'est ce que vous choisissez d'en faire. La grande salle de bal de l'hôtel Méridien n'avait jamais accueilli un événement tout à fait comme celui-ci. Des lustres en cristal projetaient des ombres dansantes sur les sols en marbre, tandis que 500 des figures les plus puissantes de l'industrie technologique se mêlaient sous des plafonds vertigineux peints de chefs-d'œuvre de la Renaissance. Le gala annuel de l'innovation technologique réunissait milliardaires, célébrités et politiciens. Mais cette année, l'attention n'était pas sur les dernières percées technologiques. Au lieu de cela, chaque conversation semblait tourner autour du scandale qui avait dominé les gros titres la semaine passée, le triangle amoureux entre Julian, le mystérieux héritier Kane, et la femme coincée entre eux. Amara se tenait devant son miroir en pied dans la suite pentouse où Elliot avait insisté pour qu'il déménage pour des raisons de sécurité, ajustant la robe bleu nuit fluide qui accommodait sa grossesse de 6 mois et demi. La robe était un chef-d'œuvre de design, une soie qui semblait scintiller comme la lumière des étoiles liquides avec des perles complexes qui captaient la lumière à chaque respiration. Elle avait coûté plus cher que les voitures de la plupart des gens. Mais cela en valait la peine pour la façon dont elle la faisait se sentir puissante, belle, et prête pour la bataille. Derrière elle, le reflet d'Elliot apparut dans le miroir comme quelque chose sorti d'un conte de fées. Il était dévastateur dans son smoking noir, le tissu parfaitement taillé à ses larges épaules et à sa silhouette svelte. La transformation de l'employé de centre communautaire en héritier milliardaire était complète, mais la gentillesse dans ses yeux bruns restait inchangée. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit Elliot, ses mains se posant doucement sur ses épaules. « Nous pourrions gérer ça en privé. Mes avocats pourraient faire signer à Julian un accord de non-divulgation. Le payer assez pour disparaître tranquillement. »« Non, » dit Amara fermement, se tournant pour lui faire face. Le mouvement envoya des ondulations à travers la soie de sa robe, et elle vit le souffle d'Elliot se couper alors qu'il admirait sa pleine beauté. Julian a rendu ça public.
Il voulait un spectacle médiatique, et c'est exactement ce qu'il va obtenir. Mais cette fois, c'est moi qui écris le scénario. Le plan qu'ils avaient élaboré au cours des 3 derniers jours était élégant dans sa simplicité. Julien s'attendrait à ce qu'ils se cachent, qu'ils évitent l'œil du public, tandis que le scandale faisait rage dans les tabloïds et les rubriques de potins. Au lieu de cela, ils allaient entrer dans l'événement le plus médiatisé de l'année et contrôler le récit eux-mêmes. Ce soir, les personnes les plus puissantes du pays apprendraient exactement qui était vraiment Amara Thompson. Elliott avait officiellement repris son poste chez Kane International il y a 2 jours, envoyant des ondes de choc à travers le monde des affaires. Le retour de l'héritier prodigue avait fait l'objet d'innombrables articles, dont la plupart le peignaient comme un milliardaire excentrique qui s'était encanaillé dans la pauvreté pour son propre amusement. Le marché boursier avait réagi positivement à son retour, les actions de Kane International bondissant de 12% en une seule journée. La voiture attend, dit Elliott, lui offrant son bras avec le geste galant qui était devenu une seconde nature pour lui. Alors allons écrire l'histoire, répondit Amara. Elle le pensait vraiment. Le trajet jusqu'à l'hôtel fut une étude en tension contrôlée. L'équipe de sécurité d'Elliott avait dégagé la route, leur SUV noir créant un convoi protecteur à travers les rues de la ville. Les photographes bordaient les trottoirs, espérant apercevoir le couple mystérieux, mais les vitres teintées ne révélaient rien. Ils entrèrent par une entrée privée pour éviter les foules de journalistes campant devant les portes principales. Mais l'évitement n'était pas le plan, c'était simplement une stratégie. Au moment où ils entrèrent dans la salle de bal, les conversations s'arrêtèrent. 500 paires d'yeux se tournèrent pour regarder l'héritier Kane et sa mystérieuse compagne enceinte, les sujets d'une semaine de potins et de spéculations, marchant audacieusement dans la fosse aux lions. Le bruit des déclencheurs d'appareils photo fut comme un tir de mitraillette, alors que les photographes mondains capturaient chaque angle, chaque expression, chaque détail subtil de leur arrivée. Julien était déjà au gala quand ils arrivèrent, tenant la cour près du bar avec un groupe de cadres de la tech et leurs femmes. Il avait l'air beau et confiant dans son smoking sur mesure, jouant le rôle du célibataire prospère qui avait été lésé par son ex-fiancé infidèle. Une socialité blonde était accrochée à son bras, sa cavalière pour la soirée, clairement choisie pour rendre Amara jalouse. Quand il repéra Elliott et Amara entrant dans la salle de bal, son sourire devint prédateur, comme un requin sentant du sang dans l'eau. « C'est l'heure », murmura Elliott, sa main protectrice dans le bas du dos d'Amara alors qu'il commençait à se déplacer à travers la foule. La salle de bal était une mer de pouvoir et de richesse, magnat de la tech valant des milliards, investisseurs en capital risque qui pouvaient faire ou défaire des entreprises avec un coup de téléphone, politiciens dont les décisions façonnaient les marchés mondiaux. Amara reconnaissait la plupart d'entre eux des magazines d'affaires et des articles de presse, mais ce soir, elle ne les voyait pas comme des figures de pouvoir lointaines. Ce soir, elle était leur égale. Julien s'approcha d'eux en quelques minutes, son équipe de relations publiques et la socialité blonde le flanquant comme un entourage. Chaque mouvement était calculé pour un impact maximal. Chaque mot choisi pour jouer devant le public de spectateurs influents. « Amara », dit-il, sa voix portant à travers la section soudainement calme de la salle de bal. Son ton était parfaitement calibré, blessé, mais magnanime. L'amant blessé qui se souciait encore de la femme qui l'avait trahi. « Tu es radieuse. La grossesse te va bien. » Le commentaire attira des murmures de la foule environnante. C'était la première interaction publique entre les figures centrales du scandale qui avait captivé la ville. « Merci Julien », répondit-elle froidement. Sa voix portait l'autorité qu'elle avait héritée avec ses milliards. « Tu as l'air en forme. J'ai entendu dire que l'action de Sterling Technologies s'est quelque peu rétablie depuis ton annonce concernant la trahison personnelle qui affectait ton leadership. » C'était un coup direct, livré avec une précision chirurgicale. Le cours de l'action de Julien avait en effet bondi lorsqu'il avait rendu l'histoire publique. Se peignant comme une figure tragique, trahi par sa fiancée enceinte, les investisseurs s'étaient ralliés autour du récit d'un homme fort surmonté l'adversité personnelle. Mais la reprise n'avait été, au mieux, que modeste. « J'ai toujours cru en l'honnêteté envers mes actionnaires », déclara Julien. Son sourire ne vacillait pas, malgré le défi dans ses paroles. Il mérite de savoir quand des affaires personnelles risquent d'affecter les performances de l'entreprise. La transparence renforce la confiance. Comme c'est attentionné de ta part, intervint Elliott. Il se rapprocha d'Amara dans un geste à la fois protecteur et possessif. Je suis sûr qu'ils apprécient également de savoir que l'histoire de trahison personnelle de leur PDG coïncide opportunément avec le besoin de détourner l'attention de ces lancements de produits ratés le trimestre dernier.
Les chiffres du troisième trimestre étaient particulièrement décevants, n'est-ce pas? La mâchoire de Julien se contracta de manière presque imperceptible. Mais sa formation en relations publiques tint bon. Les affaires ont des hauts et des bas, Kane. Je suis sûr que tu comprends cela. Ayant tourné le dos à l'empire familial pour... C'était quoi déjà? Un voyage spirituel. L'échange était observé par des dizaines de personnalités influentes. Chaque mot était analysé pour ses implications stratégiques. Ce n'était pas seulement une confrontation personnelle. C'était une guerre d'entreprise jouée en public. Avant que Julien ne puisse poursuivre son attaque, le maître de cérémonie de la soirée annonça que le dîner serait bientôt servi. Alors que la foule commençait à se diriger vers la salle à manger, Julien passa à l'action. « Mesdames et messieurs, dit-il, sa voix portant à travers la salle de bal alors qu'il faisait signe à quelqu'un près du système de sonorisation. La musique s'arrêta brusquement et les conversations moururent alors que tout le monde se tournait pour voir ce qui se passait. Avant de nous retirer pour le dîner, je pense qu'il est temps d'aborder le sujet qui fâche. » Le silence qui suivit était électrique d'anticipation. Julien avait pris le contrôle du programme de la soirée, transformant ce qui aurait dû être une célébration de l'innovation technologique en sa tribune personnelle pour se venger. Comme beaucoup d'entre vous le savent, poursuivit Julien en montant sur la petite estrade à l'avant de la salle de bal avec l'assurance d'un homme qui croyait avoir toutes les cartes en main, j'ai dû faire face à des défis très personnels récemment. La femme que j'aimais, la femme que je prévoyais d'épouser et avec qui je voulais fonder une famille, m'a quitté pour un autre homme alors qu'elle portait mon enfant. Un murmure parcourut la foule comme une vague. Elliot sentit Amara se tendre à côté de lui, mais son visage restait parfaitement composé, ne révélant rien de la tempête d'émotions sous la surface. Ce que vous ne savez pas, continua Julien, sa voix s'élevant avec une emphase théâtrale, c'est que l'homme pour qui elle m'a quitté vit dans le mensonge. Elliot Kane, héritier de l'une des plus grandes fortunes du pays, a prétendu être un simple employé de centre communautaire, manipulant une femme enceinte vulnérable en cachant sa véritable identité. Le murmure de la foule s'amplifia, un bourdonnement d'excitation et de scandale dont Julien se nourrissait comme d'une drogue. C'était exactement le genre de révélation qui dominerait les réseaux sociaux et l'actualité économique pendant des semaines, éclipsant toute discussion sur les lancements de produits ratés ou les décisions commerciales douteuses. Mais ce n'est même pas la partie la plus intéressante de cette histoire, dit Julien, marquant une pause pour un effet dramatique alors qu'il scrutait son public captif. Parce que, voyez-vous, Amara Thompson ici présente garde ses propres secrets. Elliot sentit son sang se glacer. Julien ne pouvait pas savoir pour l'héritage d'Amara. Ils avaient été si prudents, si discrets. Le lien avec les entreprises Thomson était enterré sous des couches de fiducie et de sociétés écrans, protégés par les meilleurs avocats que l'argent pouvait acheter. J'ai fait quelques recherches, poursuivit Julien, son sourire s'élargissant alors qu'il se préparait à porter ce qu'il croyait être le coup de grâce. Et il s'avère que notre victime innocente n'est pas tout à fait aussi innocente qu'elle en a l'air. Amara Thompson est la seule héritière des entreprises Thomson, une fortune qui rend même l'empire Kane modeste en comparaison. Des hoquets de surprise résonnèrent dans la salle de bal comme des coups de feu. La révélation frappa la foule comme une force physique, envoyant des ondes de choc dans les conversations et faisant reculer plusieurs personnes de surprise. Les appareils photo crépitaient furieusement alors que les photographes capturaient le visage d'Amara, cherchant la moindre fissure dans son calme, le moindre signe de l'humiliation que Julien s'attendait à voir. « Alors vous voyez, dit Julien triomphalement, écartant les bras comme pour embrasser sa victoire. Ce n'est pas l'histoire d'un milliardaire profitant d'une pauvre femme enceinte. C'est l'histoire des 3 personnes les plus riches de cette ville jouant à des jeux entre elles tout en mentant à tout le monde. » Le silence qui suivit fut assourdissant, lourd d'attente et du poids des secrets révélés. Julien se tenait sur l'estrade comme un héros conquérant, s'attendant clairement à ce que sa révélation détruise la crédibilité et la sympathie du public pour Elliot et Amara. Il avait exposé leurs mensonges, brisé leurs images soigneusement construites, et maintenant il attendait qu'ils s'effondrent sous le poids du jugement public. Au lieu de cela, Amara s'avança. « Tu as absolument raison, Julien, dit-elle. » Sa voix portait clairement à travers la salle de bal silencieuse, calme et stable comme la pierre d'une montagne. « Je suis l'héritière des entreprises Thomson. Je vaux considérablement plus que toi ou Elliot. Et oui, j'ai gardé ce secret. » Elle se déplaça gracieusement vers l'estrade, sa robe bleu nuit flottant autour d'elle comme de la lumière d'étoiles liquides. Elliot suivait de près, sa main ne quittant jamais le creux de ses reins alors qu'il traversait la foule qui s'écartait devant eux comme la mer Rouge.
Chaque œil dans la pièce était braqué sur elle alors qu'elle montait les marches avec la grâce fluide d'une femme née pour commander l'attention. D'une main ferme, elle prit le micro des doigts soudain nerveux de Julian. Son sourire ne vacilla jamais alors qu'elle faisait face aux puissants de l'industrie américaine assemblés là. « Mesdames et messieurs, dit-elle, sa voix portant jusqu'au moindre recoin de la vaste salle de bal. Laissez-moi vous dire qui je suis vraiment. Je suis Amara Thompson, seule héritière des entreprises Thompson. Une entreprise que mon arrière-grand-père a bâtie à partir de rien pour en faire une puissance mondiale. J'ai passé ma vie à apprendre à porter le poids de cet héritage, non pas parce que je voulais la richesse, mais parce que je voulais honorer les valeurs que ma famille défendait, l'intégrité, l'innovation et le courage de défendre ce qui est juste. » Elle fit une pause, laissant ses mots s'installer sur la foule. Son regard balaya les visages des milliardaires et des influenceurs qui étaient maintenant suspendus à ses lèvres. J'ai aussi passé ma vie à chercher quelque chose de réel, un amour qui ne s'achète pas. Une confiance qui n'est pas entachée par l'argent. Une vie qui signifie quelque chose au-delà des comptes bancaires et des salles de conseil. Quand j'ai rencontré Julian, je pensais avoir trouvé cela. Mais quand je lui ai dit que je portais son enfant, il m'a accusé de trahison et m'a jeté dehors dans une tempête. Les murmures de la foule s'adoucirent. Une inspiration collective se fit entendre alors qu'ils absorbaient le poids de son histoire. Le visage de Julian était pâle, son assurance précédente remplacée par la prise de conscience naissante de la gravité de son erreur de calcul. Cette nuit-là, continua Amara, la voix stable mais empreinte d'émotion, je me suis effondré sous la pluie, brisé et seul. Et c'est là qu'Elliott Kane m'a trouvé. Un homme qui ne connaissait pas mon nom, et encore moins ma fortune, m'a porté en sécurité, a pris soin de moi et m'a montré à quoi ressemble le véritable amour. Pas la possession, pas le contrôle, mais la gentillesse et le sacrifice. Elle se tourna vers Elliott, les yeux brillants d'amour et de gratitude. Elliott ne m'a pas dit qu'il était l'héritier Kane. Tout comme je ne lui ai pas parlé des entreprises Thompson. Nous voulions tous les deux être aimés pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous avons. Et l'un dans l'autre, nous avons trouvé exactement cela, un amour bâti sur la vérité, même si nous avons caché des parties de notre passé pour le protéger. Se tournant à nouveau vers la foule, elle leva le menton, sa voix résonnant d'autorité. Julian pensait pouvoir nous faire honte en exposant nos secrets. Mais la seule honte ici est la sienne. Il m'a perdu non pas à cause de l'argent ou du pouvoir, mais parce qu'il a choisi la suspicion plutôt que la confiance, l'orgueil plutôt que l'amour. Ce soir, je me tiens devant vous, non pas comme une victime ou un scandale, mais comme une femme qui connaît sa valeur, et qui a choisi un partenaire qui la valorise tout aussi férocement. La salle de bal éclata en applaudissements, un raz-de-marée d'approbation qui noya tous les murmures persistants de scandale. Julian restait figé sur l'estrade, son récit soigneusement construit s'effondrant autour de lui. Amara rendit le micro au maître de cérémonie, qui semblait aussi stupéfait que le reste de la foule, et descendit de l'estrade avec Elliott à ses côtés. Alors qu'il traversait la foule, les gens s'écartaient pour les laisser passer, offrant des hochements de tête respectueux et des murmures d'admiration. La dynamique de pouvoir dans la salle avait irrévocablement changé. Amara et Elliott n'étaient plus les sujets de commérage, mais les architectes de leur propre histoire. Un couple dont l'amour et l'authenticité avaient transformé un scandale en triomphe. Julian les regarda partir, le visage masqué par la défaite. Sa tentative de les humilier n'avait fait qu'élever leur statut, révélant non seulement leur richesse mais aussi leur caractère. Alors que le gala se poursuivait, il s'éclipsa discrètement, son entourage à sa suite, laissant la lumière des projecteurs au couple qu'il avait revendiqué avec grâce et courage. Chapitre 9. Et le fleuriste arrivera à l'aube pour installer les jardins. La sécurité à la liste des invités. Elle leva les yeux alors qu'Elliott entrait, son visage s'illuminant d'un sourire qui était devenu son encre dans ce nouveau monde de richesse et d'examen minutieux. « Bonjour, mon beau. Bonjour, ma belle. » Elliott embrassa son front, s'émerveillant, comme il le faisait chaque jour, du fait que cette femme incroyable avait choisi de l'aimer. « Comment te sens-tu ? » « Comme si je portais un futur gymnaste olympique, » répondit-elle en riant alors que le bébé donnait un coup particulièrement vigoureux. « Je pense qu'il ou elle est excité pour le mariage demain. » Leur mariage était prévu depuis 3 mois. Depuis la nuit où Elliott l'avait demandé en mariage au gala, l'attention médiatique avait été intense. Mais ils avaient appris à naviguer ensemble, présentant un front uni contre les spéculations constantes sur leur relation et leur richesse combinée. Le mariage lui-même se tiendrait dans les jardins du domaine, une affaire relativement intime avec 200 invités, comprenant la famille,
les amis et les figures les plus importantes des empires Kane et Thompson. Madame, dit la coordinatrice du mariage, une femme élégante nommée Eleanor qui organisait des événements de la haute société depuis 30 ans, levant les yeux de ses notes. Il y a eu un développement concernant la situation de sécurité. Quel genre de développement, demanda Elliot, immédiatement alerte. Monsieur Julian Sterling a demandé une entrevue avec mademoiselle Thompson aujourd'hui. Il dit que c'est urgent et que cela concerne le bien-être de l'enfant. Amara et Elliot échangèrent des regards. Ils n'avaient pas entendu parler de Julian depuis la nuit du gala, 6 mois plus tôt. Lorsque sa tentative publique de les humilier s'était retournée contre lui de manière si spectaculaire, Sterling Technologies avait lutté par la suite, les investisseurs remettant en question le jugement de Julian et plusieurs grands clients retirant leur contrat. Les dernières nouvelles disaient que Julian faisait face à une OPA potentielle d'une plus grande entreprise technologique. « Il est ici ?» demanda Amara. « À la porte principale, madame. La sécurité le retient là-bas en attendant vos instructions. » La mâchoire d'Elliot se contracta. « La veille de notre mariage, que pourrait-il bien vouloir ? » « Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, » dit Amara, luttant pour se mettre debout. Elliot se déplaça immédiatement pour l'aider, ses mains douces sur ses bras alors qu'elle se levait. « Eleanor, pourriez-vous nous donner un moment ?» Une fois la coordinatrice partie, Elliot se tourna vers sa fiancée, l'inquiétude évidente dans ses yeux bruns. « Amara, tu n'es pas obligée de le voir. Surtout pas maintenant, pas quand tu es si proche de ton terme. »« Je sais que je ne suis pas obligée, » répondit-elle en se dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur l'allée principale. Au loin, elle pouvait voir la BMW argentée familière de Julian attendant au poste de sécurité. Mais c'est peut-être mieux d'affronter cela maintenant, avant le mariage, avant que le bébé n'arrive. Je veux commencer notre mariage avec tout cela derrière nous. Elliot hocha la tête, comprenant son raisonnement, même si chaque instinct protecteur de son corps hurlait contre l'idée de laisser Julian l'approcher. « Je serai avec toi, » dit-il fermement. « Je sais que tu le seras. » 20 minutes plus tard, ils étaient assis dans le salon formel du domaine, un espace conçu pour intimider et impressionner avec ses plafonds vertigineux, ses œuvres d'art inestimables et ses meubles anciens dignes d'un musée. Amara avait choisi cette pièce délibérément, voulant que Julian la voie dans son élément, entouré par l'évidence d'une richesse et d'un pouvoir qui éclipsait les siens. Lorsque Julian fut escorté par la sécurité, le changement en lui fut immédiatement apparent. L'homme confiant et arrogant qui s'était tenu sur l'estrade au gala avait disparu. Remplacé par quelqu'un qui avait l'air hanté et désespéré. Son costume coûteux ne pouvait cacher le poids qu'il avait perdu, et il y avait des cernes sous ses yeux qui parlaient de nuit blanche et de stress implacable. « Amara, » dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure alors qu'il observait son apparence. Elle était vêtue simplement d'une robe de maternité fluide, mais il était impossible de cacher sa grossesse maintenant, ou le bonheur radieux qui semblait émaner d'elle. « Tu es incroyable. »« Bonjour, Julian, » répondit-elle calmement, désignant le fauteuil en face du canapé où elle et Elliot étaient assis. « Assieds-toi, je t'en prie. » Julian resta debout, ses yeux parcourant la pièce opulente avant de se poser à nouveau sur son visage. « Je dois te parler du bébé. De tout. »« Alors parle, » dit Elliot, sa voix soigneusement contrôlée. Pour la première fois, Julian sembla vraiment voir Elliot assis à côté d'Amara, sa main posée de manière protectrice sur son genou. La vue de leur intimité évidente et de leur bonheur partagé sembla lui causer une douleur physique. « Vous savez pour mon entreprise, » dit brusquement Julian. « Vous savez qu'elle fait faillite. »« Nous avons entendu, » confirma Amara. « Je suis désolé, Julian. Je sais à quel point Sterling Technologies comptait pour toi. Comptait pour moi. » Julian rit amèrement. « C'était tout pour moi. L'héritage de mon père, l'œuvre de ma vie, mon identité. Et c'est fini. Le conseil d'administration m'a évincé la semaine dernière. L'entreprise est absorbée par Tech Global. Et je repars avec une fraction de ce qu'elle valait il y a 6 mois. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous ? Demanda Elliot. Le regard de Julian se tourna vers lui, et pendant un instant, la vieille arrogance flamba dans ses yeux. Cela a tout à voir avec vous. Avec vous deux. Mon entreprise a commencé à échouer la nuit où vous m'avez fait passer pour un imbécile à ce gala. Quand Amara a révélé qui elle était vraiment. Quand le monde entier a vu que j'avais rejeté la femme la plus riche d'Amérique pour. Pourquoi ? L'orgueil ? La stupidité ? Tu l'as rejetée parce que tu ne lui faisais pas confiance,
corrigea Elliot. Parce que tu l'as accusé de porter l'enfant d'un autre homme alors que tu savais très bien que c'était le tien. Oui. La voix de Julian se brisa sous l'émotion. Oui, j'avais tort à ce sujet. J'avais tort sur tout. Il fit un geste impuissant autour de la pièce. Maintenant, regardez où nous en sommes. Elle vit dans un palais, se préparant à épouser un homme qu'il aime assez pour renoncer à sa fortune pour elle. Et je ne suis rien. Amara l'observait attentivement, voyant l'homme brisé sous les traits familiers. C'était le moment auquel elle s'était inconsciemment préparée depuis la nuit où il l'avait jeté sous la pluie. Le moment où Julian comprendrait enfin ce qu'il avait perdu. « Que veux-tu, Julian » demanda-t-elle doucement. « Je veux. » La voix de Julian se brisa complètement, et il s'effondra dans le fauteuil comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. « Je veux voir mon enfant. Je veux faire partie de sa vie. Je sais que je n'ai aucun droit de demander. Je sais que j'ai détruit toute prétention à ton amour ou à ta confiance. Mais ce bébé. C'est mon enfant aussi. » L'aveu resta suspendu dans l'air entre eux, brut, désespéré et complètement honnête. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Julian parlait avec son cœur au lieu de son ego. Elliot sentit la main d'Amara se resserrer sur son genou, et il la pressa de manière rassurante. Cette décision lui appartenait. Et quoi qu'elle choisisse, il la soutiendrait complètement. Continue, dit doucement Amara. J'ai tout perdu, continua Julian, les larmes coulant maintenant sur son visage. Mon entreprise, ma réputation, mon sens de qui je suis. Mais je ne peux pas perdre mon enfant aussi. Je ne peux pas le laisser grandir en pensant que son père ne voulait pas de lui. Qu'il ne s'est pas battu pour avoir la chance de le connaître. Et avec quoi te bats-tu exactement, demanda Amara, sa voix toujours douce mais avec une pointe d'acier. Tu n'as plus d'argent, plus d'entreprise, plus de pouvoir. Que pourrais-tu bien offrir à un enfant? Julian leva les yeux vers elle et, dans son regard, elle vit un désespoir presque douloureux à voir. De l'amour, dit-il simplement. Le regret de ne pas avoir été l'homme dont tu avais besoin. Une promesse de faire mieux. D'être meilleur. Pour avoir la chance de connaître mon enfant. Le même enfant que tu as dit ne pas être le tien, intervint Elliot. L'enfant dont tu as jeté la mer dans une tempête. Je sais ce que j'ai fait, dit Julian en se tournant directement vers Elliot. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Je sais que je ne mérite pas une seconde chance. Mais je demande quand même parce que cet enfant est la seule famille qu'il me reste au monde. Amara resta silencieuse un long moment, sa main se déplaçant inconsciemment vers son ventre, où le bébé bougeait avec agitation, comme s'il sentait la tension dans la pièce. Lorsqu'elle parla, sa voix était calme et mesurée, portant l'autorité d'une femme née pour commander des fortunes et prendre des décisions affectant des milliers de vies. Tu veux savoir ce que tu vas obtenir, Julian, dit-elle, ses yeux sombres rencontrant directement les siens. Tu veux mon pardon? Tu veux avoir accès à mon enfant? Tu veux faire partie de cette famille? Julian hocha la tête désespérément, l'espoir vacillant dans ses yeux pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. Amara se pencha légèrement en avant, sa voix tombant juste au-dessus d'un murmure. Et quand elle parla, chaque mot portait le poids d'une finalité absolue. Laisse-moi te dire exactement ce que tu vas obtenir. Chapitre 10, la miséricorde de la reine. La plus grande vengeance n'est pas de détruire son ennemi. C'est de s'élever si haut au-dessus de lui que sa haine ne peut plus vous atteindre. Le silence dans le salon s'étira comme une respiration retenue alors qu'Amara regardait Julian. Cet homme qui avait autrefois tenu son cœur et l'avait brisé si complètement. Enceinte de 8 mois, entourée par l'évidence du pouvoir de sa famille, avec l'amour de sa vie à ses côtés et leur enfant bougeant sous son cœur, elle ne s'était jamais sentie aussi certaine de qui elle était ni de ce qu'elle devait dire. Le poids de la richesse générationnelle pesait autour d'eux. Les portraits des ancêtres Thompson les regardaient depuis leur cadre doré, leurs yeux semblant témoigner de ce moment de jugement. L'air lui-même semblait épais de la gravité de ce qui allait se dérouler, comme si les fantômes de ses aïeux se rassemblaient pour regarder leur héritière rendre justice à l'homme qui lui avait fait tant de tort. « Tu veux savoir ce que tu vas obtenir, Julian » dit-elle, sa voix portant l'autorité tranquille qui venait de la compréhension de sa propre valeur. « Je vais te dire exactement ce que tu mérites. » Le visage de Julian était pâle d'espoir et de terreur, attendant son jugement comme un homme se tenant devant le trône d'une reine qui tenait tout son avenir entre ses mains. Son costume coûteux ne pouvait cacher le tremblement de ses mains, le besoin désespéré qui irradiait de chaque pore. « Tu vas avoir la vérité » continua Amara,
sa voix stable et implacable. La vérité que tu as détruit notre relation, non pas par un moment de colère, mais par des mois à ne jamais vraiment me voir. Tu aimais l'idée de moi, belle, reconnaissante, impressionnée par ton succès. Mais tu n'as jamais pris la peine d'apprendre qui j'étais vraiment. Sa main se posa sur son ventre, où leur enfant semblait répondre au son de sa voix par des mouvements doux, comme si le bébé pouvait sentir l'importance de ce moment. Tu vas savoir que cet enfant grandira en sachant exactement quel genre d'homme est son père biologique, dit-elle, chaque mot choisi avec une précision chirurgicale. Il saura que lorsque sa mère avait besoin de protection et de soins, tu l'as jeté dans une tempête. Il saura que, face au choix entre la confiance et la suspicion, tu as choisi la suspicion. Il saura que tu as valorisé ton orgueil plus que ta famille. Le visage de Julien se décomposait à chaque révélation, mais Amara n'avait pas fini. Des années de blessures, des mois de guérison et l'amour protecteur et féroce d'une future mère se rassemblaient dans ce moment d'honnêteté absolue. Mais il saura aussi que le véritable amour existe, continua-t-elle, sa voix se renforçant à chaque mot. Il saura à quoi cela ressemble quand un homme choisit la gentillesse plutôt que la cruauté. Le service plutôt que la domination. La confiance plutôt que la peur. Il grandira en regardant Elliot m'aimer de tout son cœur. En le regardant choisir notre famille chaque jour, non pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il le veut. Elle se tourna pour regarder Elliot, et l'amour dans ses yeux était si brillant qu'il semblait illuminer toute la pièce, comme le soleil perçant les nuages d'orage. Dans ce regard se trouvait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Chaque moment tendre. Chaque acte de service. Chaque choix de faire passer l'amour avant l'orgueil. Il appellera Elliot papa parce que c'est ce qu'il sera à tous les égards qui compte, dit-elle, la voix douce d'émotion mais portant jusqu'au moindre recoin de la pièce opulente. Il sera celui qui lira les histoires du soir, qui lui apprendra à faire du vélo et qui le tiendra quand il sera malade. Il sera celui qui lui montrera à quoi ressemble la vraie force. Pas celle qui domine les autres, mais celle qui les élève. Les yeux d'Elliot se remplirent de larmes en écoutant ces paroles, comprenant qu'elle lui offrait le plus beau cadeau qu'il pût jamais recevoir. Pas seulement son amour, mais sa confiance totale en leur avenir ensemble. En ce moment, entouré de tous les attributs de la richesse et du pouvoir, ce qui comptait le plus était la famille qu'il créait par choix plutôt que par hasard. Quant à toi, Julien, dit Amara en se tournant vers l'homme brisé devant elle. Tu auras ce que tu as toujours eu. Exactement ce que tu as gagné par tes propres choix. S'il te plaît, chuchota Julien, sa voix se brisant comme du verre. Je sais que j'ai fait des erreurs. De terribles erreurs. Mais ce bébé est mon sang. N'ai-je pas des droits? La voix d'Amara s'aiguisa légèrement, tranchant sa supplique comme une lame. Tu veux parler de droits? Tu as renoncé à tes droits la nuit où tu m'as accusé d'être une menteuse et une croqueuse de diamants. Tu as renoncé à tes droits quand tu as jeté une femme enceinte hors de chez toi parce que ton ego était plus important que sa sécurité. Elle s'adossa contre le canapé, la main d'Elliot trouvant la sienne et la serrant doucement, lui prêtant sa force pour la suite. Mais voici ce que je suis prête à te donner, Julien, dit-elle, sa voix prenant la cadence mesurée de quelqu'un habitué à prendre des décisions affectant des milliers de vies. Parce que je crois que les enfants doivent connaître la vérité sur leurs origines. Quand cet enfant sera assez grand pour comprendre, peut-être 16 ans, peut-être 18 ans, je lui parlerai de toi. Je lui dirai qu'il a un père biologique nommé Julien Sterling qui n'était pas prêt à être parent à sa naissance. Les yeux de Julien vacillèrent avec quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, la première lueur dans les ténèbres qu'il avait consumées. S'il veut te rencontrer, s'il veut avoir une relation avec toi, ce sera son choix, en tant qu'adulte, en pleine connaissance de ce qui s'est passé entre nous, continua Amara. Mais jusqu'à ce jour, tu n'as aucune revendication sur cet enfant, aucune place dans notre famille et aucun pouvoir sur notre bonheur. La finalité dans sa voix était absolue, portant le poids de générations d'autorité Thompson. Ce n'était pas une négociation ni une discussion. C'était une décision de quelqu'un qui détenait tout le pouvoir dans la pièce. C'est tout, demanda Julien, sa voix creuse et désespérée. C'est tout ce que j'obtiens? Peut-être une chance de rencontrer mon propre enfant quand il sera pratiquement adulte. C'est plus que tu ne mérites, dit calmement Elliot, sa voix portant des années de protection accumulées. Et plus que tu ne lui as donné, quand elle avait le plus besoin de toi. Amara étudia le visage de Julien, voyant la dévastation complète, l'effondrement total d'un homme qui avait perdu tout ce qui comptait. Pendant un instant, juste un instant,
elle ressentit quelque chose qui aurait pu être de la pitié pour la coquille brisée de l'homme qu'elle avait autrefois prévu d'épouser. « Julian, dit-elle doucement. Sa voix était plus douce mais non moins ferme. Je ne fais pas ça pour te punir. Je fais ça pour protéger mon enfant. Il mérite de grandir dans un foyer rempli d'amour et de sécurité. Pas dans le chaos et l'amertume qui viendraient d'une relation forcée avec quelqu'un qui a déjà prouvé qu'on ne peut pas lui confier nos cœurs. » Mais j'ai changé, dit Julian désespérément, les larmes coulant sur son visage. Tout perdre. Te perdre. Ça m'a fait voir à quel point j'avais tort. À quel point j'ai été terrible avec toi. Je sais que je peux être meilleur. Alors prouve-le, l'interrompit Amara, sa voix portant le défi et l'espoir à parts égales. Pas à moi. Pas à cet enfant. Mais à toi-même. Construis une vie qui vaut la peine d'être vécue. Trouve un moyen d'être heureux qui ne dépend pas de prendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Apprends à aimer d'une manière qui fait passer les besoins de quelqu'un d'autre avant ton propre ego. Elle lutta pour se lever, Elliot se levant immédiatement pour l'aider, ses mouvements automatiques et protecteurs. Debout dans la maison ancestrale de sa famille, enceinte de 8 mois de l'enfant de l'homme qu'elle aimait vraiment, Amara n'avait jamais autant ressemblé à la reine qu'elle était née pour être. Si tu fais ça. Si tu deviens l'homme que tu aurais dû être. Alors peut-être qu'un jour notre enfant sera fier de savoir que tu es son père biologique, dit-elle, sa voix portant le poids de la possibilité et de la rédemption. Mais jusqu'à ce jour, Julian Sterling, tu n'es rien de plus qu'un étranger pour cette famille. Julian leva les yeux vers elle, la voyant clairement pour la première fois de sa vie peut-être. Non pas comme un prix à gagner ou une possession à contrôler. Mais comme une force de la nature. Une femme d'une telle force et d'une telle grâce qu'il pouvait à peine croire qu'il s'était un jour cru digne de son amour. Je t'aimais, chuchota Théil, sa voix brisée et à vif par le chagrin de tout ce qu'il avait perdu par ses propres choix. Non, dit Amara doucement mais fermement, les mots portant la finalité de la vérité absolue. Tu aimais l'idée de me posséder. Tu aimais ce que je te faisais ressentir à propos de toi-même. Mais tu ne m'as jamais aimé assez pour me faire confiance. Pour me protéger. Pour faire passer mes besoins avant ton orgueil. Elliot m'aime assez pour renoncer à des milliards de dollars juste pour savoir que ce que nous avons est réel. C'est la différence entre la possession et l'amour. Elle se dirigea vers la porte, la main protectrice d'Elliot dans le bas de son dos, leur mouvement gracieux malgré sa grossesse avancée. Au seuil, elle s'arrêta pour regarder Julian une dernière fois, son expression mêlant tristesse et résolution. La plus grande vengeance n'est pas de te détruire, Julian, dit-elle, sa voix traversant la pièce opulente comme une bénédiction. C'est ceci. Mon bonheur complet et total sans toi. C'est la famille que nous construisons. L'amour que nous partageons. La vie que nous créons ensemble. C'est le fait que tu n'as plus le pouvoir de me blesser parce que j'ai trouvé quelqu'un qui mourrait avant de laisser quiconque me faire du mal. Julian les regarda partir, ces deux personnes qui avaient trouvé l'une en l'autre tout ce qu'il avait été trop fier et trop bête pour reconnaître quand il en avait l'occasion. Alors que la porte se refermait derrière eux avec une douce finalité, il fut laissé seul dans le salon opulent avec rien d'autre que les échos de ses propres choix. Et la réalisation dévastatrice que le plus grand amour de sa vie s'éloignait de lui pour toujours. Dehors, dans le couloir au sol de marbre, Amara s'appuya contre Elliot, soudain épuisé par le poids émotionnel de la confrontation, mais aussi étrangement allégé, comme si elle avait déposé un fardeau qu'elle portait depuis des mois. « Est-ce que ça va » demanda-t-il, ses bras l'entourant avec précaution, ses mains protectrices sur son dos. « Je vais parfaitement bien, dit-elle, et elle le pensait de chaque fibre de son être. Je suis enfin libre. » Ce soir-là, alors qu'ils marchaient dans les roseraies où leur mariage aurait lieu dans moins de 12 heures, Amara sentit le bébé bouger fortement sous son cœur. La main d'Elliot couvrit la sienne sur son ventre, et elle sourit à l'homme qui avait prouvé que l'amour pouvait être à la fois doux et féroce. À la fois humble et puissant. « Tu penses que j'ai été trop dure » demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse. « Je pense que tu as été exactement aussi miséricordieuse qu'il le méritait, » répondit Elliot, sa voix portant la conviction de quelqu'un qui l'avait regardé lutter avec cette décision. « Tu aurais pu le détruire complètement avec tes ressources et tes relations. Au lieu de cela, tu lui as donné la vérité et une chance de gagner quelque chose de mieux. » Au-dessus d'eux, les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel s'assombrissant comme des diamants éparpillés sur du velours noir. Au loin, les bruits des préparatifs du mariage créaient une douce toile de fond d'espoir et de promesses. Demain, ils seraient mariés devant 200 invités. Dans 2 semaines,
leur enfant naîtrait dans un monde d'amour et de sécurité. Et Julien s'effacerait dans l'arrière-plan de leur vie comme une tempête passée, ne laissant derrière lui que la connaissance qu'ils l'avaient traversée ensemble et en étaient ressortis plus forts qu'avant. « Je t'aime, Elliot Kane », chuchota Amara alors qu'ils se tenaient ensemble dans leur jardin, leurs mains entrelacées sur la vie qu'ils avaient créée ensemble, leur cœur plein de projets pour l'avenir. « Je t'aime aussi, Amara Thompson », répondit-il, sa voix portant le poids de la promesse et de la dévotion. « Aujourd'hui, demain, et pour tous les jours de nos vies. » Et à cet instant, entourés par la beauté qu'ils avaient bâtie ensemble et la promesse de l'avenir grandissant sous son cœur, Amara comprit que la plus grande victoire n'était pas de vaincre ses ennemis. C'était de construire une vie si belle que leur haine ne pouvait plus l'atteindre. La pluie qui les avait réunis semblait dater d'une autre vie. Maintenant, sous une voûte d'étoiles et entourés de jardins qui fleuriraient pour leur mariage, ils avaient trouvé leur royaume dans l'amour qu'ils partageaient, et rien ne pourrait jamais plus le déchirer.